Alors, il y a plusieurs sujets, hein. Le, on pourrait parler d'autres sujets qui concernent notamment, il y a d'autres sujets qui pourraient être développés, mais on parle de protection sociale, mais on peut parler aussi de convention collective. Euh, euh, pour le coup, s'il y a des questions là-dessus, on pourra aussi y répondre, mais par exemple, en matière de convention collective, on a mis beaucoup de temps à obtenir des conventions collectives étendues dans la production audiovisuelle, dans la production cinéma, dans le film d'animation. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans le film d'animation. Et puis un peu dans tous les secteurs du spectacle vivant et enregistré. Et puis hop, le gouvernement a décidé qu'il fallait fusionner des branches, par exemple. Donc s'il y a des questions là-dessus, on a peut-être des risques à ce que tout ce qu'on a construit et qui est difficilement applicable, hein, souvent on a du mal à le faire appliquer, pourrait être remis en cause. Nonobstant une décision qu'on a obtenue, et c'est un peu étonnant, du Conseil constitutionnel vendredi dernier, c'est aussi pour ça que j'en parle, qui nous donne raison partiellement, notamment le fait que s'il y a fusion des branches, ils n'interdisent pas la fusion des branches. On a essayé de contester une fusion des branches qui concernait les artistes embauchés pour la télévision. Euh, Qu'en tout cas, ça ne fasse pas tomber les dispositions précédentes de la convention petite qui serait fusionnée avec une plus grosse. Donc c'est pas inintéressant, ça veut dire que normalement, s'il y a une obligation de rapprocher par exemple la production cinématographique et la production audiovisuelle, ce qui est un peu un projet du gouvernement d'après ce qu'on sait, ils ne pourront pas nous ramener à zéro, par exemple, de tout renégocier les salaires, les grilles de salaire euh, dans les deux cas. Donc c'est un des sujets, par exemple, qui peut amener à avoir des questions. Donc effectivement, sur l'assurance chômage, il y a plusieurs sujets, puis ensuite on passera un temps sur les retraites. Et puis par ailleurs, on pourrait aussi, et ça je vous laisserai un peu de lecture, parler de politique culturelle, du ministère de la Culture, puisque comme vous le savez, tous les services publics sont attaqués. Voilà, je suppose que vous le vivez sur l'hôpital, l'école ou autre, mais il se trouve que c'est un peu plus discret, mais dans le ministère de la Culture, c'est aussi le cas avec la volonté de faire des économies. Et par exemple, Radio France est en grève depuis lundi dernier, et c'est plutôt suivi. Et là, ils ont, dans les AG parisiennes, il y a y compris reconduction de la grève tous les jours jusqu'au 5. Donc ça va faire presque 2 semaines de grève. L'objet de la contestation, c'est de refuser 300 suppressions de postes qui amènent à la fermeture, par exemple, des FIP, de faire plus qu'une seule station FIP musicale sans rédaction journaliste à l'entrée. Donc par exemple FIP Nantes, que vous connaissez sans doute, qui a une activité il y a une place là, hein, pour diffuser, par exemple, informer de spectacles ou de manifestations culturelles diverses et variées, et ben ça disparaît. Euh, il y a l'idée de fusionner, par exemple, les France Bleu et les France 3. Évidemment, c'est pas du tout pour améliorer la couverture et être encore plus près dans l'info auprès des citoyens ou avoir une production plus importante de documentaires, notamment en région. Euh, mais pour faire des économies, quoi. Donc tout ce plan d'économie un peu partout, il se traduit aussi. Alors là, on n'est pas au niveau dramatique de l'hôpital public ou dans certains cas de l'éducation nationale, mais bon, voilà, ça nous concerne aussi. Donc c'est pareil, s'il y a des questions là-dessus, ça peut avoir une grosse incidence sur le volume d'emploi disponible dans nos métiers. Parce que par exemple, si on voit Radio France, c'est pas seulement des suppressions de postes d'équivalent temps plein, comme ils disent, de CDI, de postes permanents, mais c'est aussi moins de recours à des intermittents. Le volume, par exemple, d'emploi des cachetiers, des artistes qui travaillent sur les fictions radiophoniques a déjà diminué de moitié en 5 ans. Et là, il prévoit plus que... Il y a 2 studios qui sont dédiés à Paris aux fictions radiophoniques, et dans le prochain plan, il n'en prévoit plus qu'un à mi-temps. Voilà. Donc ça peut être aussi des conséquences. On sait que Radio France s'est désengagée de la participation à certains festivals. Bon, je ne sais pas si c'est le cas sur la région, sur les Pays de la Loire, mais en tout cas, du côté de Montpellier, donc forcément, ça réduit le budget, ça fait moins de spectacles qui sont produits. L'investissement du service public, par exemple, sur le documentaire de création, sur la fiction ou autre, on est questionné. Donc les questions de volume d'emploi des techniciens cinéma et audiovisuel pourraient être aussi touchés d'une façon ou d'une autre. Bref, il y a des sujets où, par exemple, alors là pour l'instant le danger est pour l'instant écarté, mais
Le CNC, comme vous le savez, le Centre national de la cinématographie, de l'image animée, enfin bon, bref, il perçoit notamment dans le cinéma une taxe sur la billetterie, une taxe sur ce qu'on appelle la TSA, qui est une taxe affectée, donc c'est une taxe qui va directement au CNC pour alimenter les différents comptes de soutien, notamment le cinéma, puis il y a d'autres mécanismes dans l'audiovisuel. Bon, depuis sa création, ça a été alimenté par d'autres recettes, notamment des taxes sur les recettes publicitaires des chaînes, ou des obligations imposées aux différentes chaînes, en clair, les chaînes comme Canal et autres. Mais à un moment, il y avait le projet, pour l'instant il est écarté, jusqu'à l'année prochaine, de dire c'est plus le CNC qui touche la taxe, c'est Bercy qui reversera au CNC. Bon, autant dire, oui, évidemment, autant dire qu'il risque d'avoir la perte en ligne au minimum, voire c'est la mort du système qui a été inventé en 1945 et complété par l'arrivée de la télévision du CNC, et donc parce qu'une taxe affectée, évidemment, ça a du sens si elle est bien affectée à son objet. Si on commence à en détourner une partie pour le déficit public, par exemple, c'est plus tout à fait la même chose, quoi. C'est le même principe. La réforme de l'assurance chômage, là où on en est aujourd'hui, si on s'est mobilisé dès janvier dernier, c'est parce que, tu peux expliquer ce qui s'est passé, le tour de passe-passe sur notre bulletin de salaire qui fait qu'aujourd'hui on est dans la situation où on est. Voilà, je vais y revenir, mais donc tout ça pour dire que par rapport à l'invitation initiale, j'espère que je ne tords pas trop la commande, mais il peut y avoir plein de sujets sur lesquels il y aura des questions, n'hésitez pas. Ça en fait partie, quoi. Il y a toute une politique, je ne sais pas qu'on la conteste par principe, hein, mais on en voit les effets au fur et à mesure, politique publique et autres, qui mettent en danger, y compris tout ce qui fait le fonctionnement et qui devrait plutôt être amélioré, ce qui est parfois, parce que ça ne fonctionne pas toujours de façon optimum, mais voilà. Alors, sur l'assurance chômage en particulier, donc il y a un peu deux étapes dont il faut qu'on parle. Vous avez certainement suivi, puisque vous devez être concerné par ces règles, toute la période qui a abouti à l'accord de 2016. Donc l'accord, tout ça c'était sous le précédent gouvernement, mais en pleine période qui était par ailleurs une période assez compliquée de mobilisation sur la loi travail et autres, on avait obtenu un accord sur le régime des intermittents qui nous a permis d'améliorer les choses pour un certain nombre de gens. Je vais y revenir dans le détail. Et puis, récemment, il y a donc eu une réforme de l'assurance chômage décidée par, je vais rentrer un peu là aussi dans les détails, par le gouvernement, qui lui a abouti à ce qu'au régime général, on ait une casse, mais sans précédent. Je sais bien que dans le langage des syndicalistes, on utilise ça à chaque fois, mais là c'est vrai. Parce que c'est absolument énorme la baisse de droits que ça concerne, et sont ciblés des travailleurs précaires, c'est-à-dire des intérimaires, des CDD et autres. Et donc là-dedans, ils n'ont pas touché, les annonces ont été faites le 18 juin, juste avant l'été, ils n'ont pas touché aux intermittents. À notre avis, juste parce qu'ils ont eu peur de notre capacité de mobilisation dans l'été, quoi. Donc il y a un danger à plus ou moins court terme à se retrouver avec la logique d'un peu du village d'Indiens, la dernière réserve de travailleurs précaires qui n'ont pas été touchés par une réforme de remise en cause des droits. Alors je vais commencer par là. Au régime général, puisque ça peut concerner des collègues qui peuvent se retrouver pour des tas de raisons au régime général, ou des gens qu'on connaît qui sont des travailleurs précaires, il y a eu plusieurs décisions. Alors déjà, dans la forme, il y a un changement de nature, c'est que l'État a changé beaucoup de choses. Il a décidé, le gouvernement a déjà décidé dès 2017 qu'il n'y aurait plus de cotisation salariale. Jusqu'à présent, l'assurance chômage était alimentée par une cotisation patronale et une cotisation salariale, comme la plupart de la protection sociale. Là, il a décidé qu'on remplaçait la cotisation salariale par la CSG, la contribution sociale généralisée. C'est pas du tout de même nature. Alors évidemment, le prétexte, c'était d'annoncer que grâce à ça, on allait augmenter notre pouvoir d'achat, puisqu'on allait augmenter notre net. À la place, au régime général, il y avait 2,4% de cotisation salariale chômage.
et on la remplace par 1,7 point de CSG. Donc les 0,7, ça fait un magnifique accroissement du net sur la fiche de paye. Bien évidemment, ça fait pas lourd en nombre d'euros pour la plupart d'entre nous, mais surtout derrière il y a une philosophie, c'est que derrière, en remplaçant une cotisation qui est assise sur le travail, on a travaillé, donc on a cotisé et donc on a ouvert des droits. Là, on a l'État qui a perçu un impôt. Au passage, il le perçoit aussi sur les retraités. Vous en avez entendu parler. Il y a beaucoup de retraités qui se sont retrouvés à ponctionner de la CSG. Mais en fonctionnant à travers un impôt, on va dire, l'État dit, c'est d'ailleurs la philosophie de Macron, l'assurance chômage, c'est le rôle de l'État, c'est de l'assistance et ça vous impose des devoirs. Ça n'a pas traîné. Dans la foulée, on a eu droit à plusieurs décisions. Donc on a eu droit à un projet de loi à l'été 2018 qui annonce que l'État se donne le droit de s'occuper de la définition des règles. Alors en demandant d'abord une négociation aux organisations syndicales et patronales. Au passage, généralement, ce sont des accords MEDEF, CFDT, accords majoritaires que la CGT a rarement signés. N'a jamais signé d'ailleurs sur l'assurance chômage parce que notamment les derniers accords étaient des accords de baisse de droits. Mais là, il a carrément fixé l'objectif d'économie. Dans ce domaine-là, il a fixé par une lettre de cadrage, alors ça fera peut-être confusion avec les intermittents, on va revenir, mais il y a désormais une lettre de cadrage qui est envoyée qui dit, vous devez négocier, mais vous devez faire 4 milliards d'économies en 3 ans, vous devez faire des économies sur ça, ça, ça et ça, et vous n'augmenterez pas les recettes en n'augmentant surtout pas les cotisations patronales. C'était ça la lettre de cadrage. Donc en gros, on nous disait quoi signer et qui n'était uniquement des baisses de droits pour les salariés du régime général. Et avec une cible particulière qui sont les travailleurs précaires. Alors pourquoi les travailleurs précaires ? Parce que tout simplement, depuis des années, ce qu'on voit dans les chiffres du chômage, c'est l'augmentation de la précarité. Alors, par exemple, quand la ministre du Travail commente les chiffres du chômage, elle commente toujours la catégorie des gens qui sont au chômage total. Alors d'ailleurs, elle prend une définition qui ne sont même pas les chiffres de Pôle emploi, mais on dit les chiffres du chômage au sens du Bureau international du travail. Et elle dit, là, on est à 8%, c'est en baisse de 0,1 point. OK. Mais dès qu'on a travaillé 1 heure dans le mois, on n'est pas dans cette catégorie-là. Or, vous savez comme moi qu'il y a énormément de chômeurs qui travaillent, de gens et c'est même cette catégorie-là qui est la plus en augmentation. Il y a 10 ans, il y avait 500 000 personnes inscrites à Pôle emploi qui travaillaient une partie du mois, et maintenant, ils sont plus de 2,3 millions. Et il y a tous ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Donc, la précarité explose, on en entend tous parler. Mais par contre, et ça, et bien évidemment, ni le patronat en général n'a envie d'y renoncer, ni le gouvernement, puisqu'il l'a encouragé à travers les ordonnances. Mais par contre, il ne faut pas que ça coûte cher en droits sociaux. Parce qu'on pourrait imaginer, on va créer, c'est ce que propose la CGT, une continuité de revenus, et puis même si on perd son travail, on a le maintien du revenu. Et donc là, au contraire, ce qui a été décidé par un décret donc annoncé en juin, mais qui est paru le 26 juillet, et ce sont un changement de règles, particulièrement pour ces personnes-là. Je m'arrête un tout petit peu dessus parce que c'est ce qui pourrait être le modèle de ce qui nous arrive aussi. Il y a des règles qui s'appliquent au 1er novembre et d'autres qui s'appliquent au 1er avril prochain. Au 1er novembre, depuis le 1er novembre, pour accéder à un minimum d'ouverture de droits dans le régime général, avant il fallait 4 mois de travail étalés sur 28 mois, maintenant il en faut 6 étalés sur 24 mois. Donc en clair, avec 1 jour sur 7 de travail, dans le calendrier, bien évidemment, week-end compris, on s'ouvrait des droits, maintenant il en faut 1 sur 4. Ça vire principalement des jeunes de moins de 25 ans peu qualifiés, tous ceux qui arrivent dans le monde du travail avec des études relativement courtes. C'est les principales victimes de ce truc-là. Ça fera un lien avec la retraite d'ailleurs, parce que il y a pas mal de dégâts par double peine. Une place là ou derrière. Donc voilà. Et puis il y a un autre effet. Il y a un effet qui concerne les cadres
qui gagnent plus que 4 000 € par mois, donc on pourrait se dire que ça concerne moins de monde, mais évidemment, au passage, c'est une façon de remettre en cause la solidarité, parce que les cadres sont beaucoup moins au chômage à ce niveau de salaire, bien qu'il y ait des gens après 50 ans, parfois, qui ont beaucoup de mal à retrouver du boulot, mais c'est une façon. Mais eux, on leur a mis une dégressivité au bout de 7 mois, et évidemment, c'est facile d'abaisser le seuil à partir duquel on imposera la dégressivité à un moment ou à un autre. Il y a déjà eu une dégressivité qui s'appliquait aux intermittents entre 1996 et 2001, c'est-à-dire au bout de tous les 3 mois, l'allocation baissait de 20%, je crois, ou 30%, je ne me rappelle plus. Mais enfin voilà, il y avait des allocations de plus en plus basses chaque trimestre, quoi. Ça pourrait aussi revenir dans le genre des mauvaises idées. Alors il y a un point qui est pas négligeable et plus difficile à comprendre, c'est pour ça peut-être qu'on en a moins parlé, mais qui risque de faire beaucoup de dégâts, c'est la mesure au 1er avril 2020. La mesure au 1er avril 2020, ça consiste à modifier le mode de calcul. Pour simplifier, actuellement, dans le régime général, on prend toutes les périodes de travail. Par exemple, il y a eu 6 mois de contrat au total. On prend tous les salaires de ces contrats. On les divise par le nombre de jours du contrat de travail, ça fait un salaire de référence, et on prend un pourcentage de salaire de référence. La formule est un poil plus complexe, mais c'est ça le principe. À partir du 1er avril, c'est plus ça le mode de calcul. On prend toujours le total des salaires sur la période, mais on le divise non plus par le nombre de jours de travail, mais on le divise par le nombre de jours de la période sur laquelle ont été faits les contrats. Ça veut dire que celui qui a travaillé 1 an en continu, puis qui se retrouve au chômage, bon, bah ça va, on prend tous ses salaires, on divise par le nombre de jours, ça ne change rien par rapport à actuellement. Mais celui qui a travaillé 1 an étalé sur 2 ans, bah lui, c'est divisé par 2. Voilà, tout simplement. Au 1er avril 2020, son allocation est divisée par 2. Alors on lui dit, oui, mais vous aurez la même chose au total, parce que ça sera 2 fois plus longtemps. Enfin, sauf que chaque mois, ton allocation elle est quand même divisée par 2, et pas ton loyer, pas toutes tes dépenses, bien évidemment. Mais bon, il y a des gens qui pensent à ça quand même, qui osent dire que les droits ne changent pas, parce qu'ils sont étalés dans le temps 2 fois plus longtemps. Donc ça, par exemple, ça touche énormément. Alors ceux parmi les travailleurs précaires qui auraient quand même passé le seuil durci au 1er novembre pourraient se retrouver à perdre énormément d'allocations. Et ça n'a pas forcément été facile de le faire passer comme info auprès d'intérimaires, d'extra-hôteliers, différents. Alors, on pourrait se dire, les intermittents, pas touchés, ouf, tout va bien. C'est d'ailleurs un peu été la réaction, il faut bien le reconnaître, dans nos professions, en se disant, bon, on n'a pas été touchés, et bien évidemment, chacun se mobilise pour ses intérêts, ce qui est logique. Mais bien évidemment, la logique qu'il y a derrière ça, et c'est pour ça qu'on n'a surtout pas crié victoire, au-delà du fait qu'on est solidaire d'un certain nombre de personnes concernées par ça. En l'occurrence, pour ce qui me concerne, je me suis retrouvé à être le négociateur pour la CGT pour le régime général, comme pour les intermittents du spectacle. Mais l'effet boomerang, en 2020, plutôt peut-être d'ici 2022, c'est évidemment se retrouver à avoir une analyse qui va dire, écoutez, parmi les travailleurs précaires, qui sont de plus en plus nombreux, on a réduit la charge pour l'assurance chômage en faisant baisser le nombre de gens concernés, en réduisant les allocations. Il y a une population qui coûte toujours aussi cher, vous entendez déjà le discours, c'est les intermittents du spectacle. Et puis vous, ça a même augmenté parce que vous avez ouvert des droits pour plus de monde. Donc ça, c'est évidemment un danger qui nous concerne. On fera le lien quand on parlera de retraite après, entre précarité et retraite, parce qu'évidemment, ce qu'il prépare, c'est la double ou triple peine. Toutes les périodes de précarité, particulièrement les périodes de chômage non indemnisées, ça compte encore moins pour la retraite, surtout dans un système à point comme il l'envisage. Alors, pour revenir sur les droits des artistes et techniciens intermittents du spectacle. Donc, dans la réforme de cet été, il n'y a pratiquement eu rien de changé dans
dans le dispositif qui est issu de 2016. Alors je rappelle les grandes lignes sauf peut-être s'il y a des questions sur le régime général avant, vous me direz, sinon j'enchaîne pour l'instant. Sur le régime dans les intermittents, les années 8 et 10, depuis 2016, on est revenu, comme vous le savez, à 507 heures sur 12 mois, avec une date anniversaire. Alors, disons-le clairement, il y a eu des gagnants et des perdants avec la date anniversaire. Ceux qui travaillaient le plus voient leur droit examiné à la date anniversaire, qui en plus, on n'a pas réussi à l'avoir complètement fixe, mais comme avant 2003, elle se cale sur le dernier contrat avant la date anniversaire. Mais donc ceux qui travaillaient le plus, ceux qui font 1000 heures, 1200 heures, ça arrive, voire plus, eux voyaient leurs droits s'écouler plus longtemps que sur un an. Donc là, il y a un examen plus souvent, avec aussi des franchises qui peuvent être alourdies, qui sont plus fréquentes. De même, on a augmenté en partie le nombre de jours non indemnisés en introduisant une franchise congé-spectacle. Bon, c'était l'équilibre de l'accord pour permettre d'ouvrir les droits à tous ceux qui en avaient été exclus depuis 2003, donc en revenant à 107 heures sur 12 mois. On a, ce faisant... Préciser la franchise congé-spectacle ? Oui, la franchise congé-spectacle, elle est calculée pour correspondre en fait, à faire en sorte que le nombre de jours non indemnisés corresponde au nombre de jours qui sont indemnisés par les congés-spectacles. Vous avez travaillé 50 jours, vous avez, on va dire 60, puisque pour les techniciens, il faut 64 jours, je crois, pour les techniciens pour correspondre à peu près à 507 heures. On va dire, allez, mettons 100 jours, ce sera plus facile. 100 jours, ça fait donc 10 jours de congé spectacle, ça ne change pas, on continue à réclamer à la caisse de congé spectacle, c'est 10%, hein, c'est l'application de la loi sur les congés payés. Il y a 5 semaines sur 52 pour quelqu'un qui travaille toute l'année, ça fait 10%, donc c'est pour ça qu'on a 10% de salaire en différé qui correspondent donc à des congés payés. Si on a 100 jours, on a donc 10 jours de congés payés. Jusqu'à présent, c'était juste une indemnité. Là, ces 10 jours qui ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage. Est-ce qu'elle compte en heures pour autant ? Eh bien non. Ça aurait été logique. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, on a tout obtenu en 2016. Et il aurait été logique, bien sûr, puisque c'est du travail différé. La personne qui, elle, travaille en CDD et à qui on verse qui sur son contrat, par exemple, sur un contrat de 2 mois, on lui dit il y a 5 jours de congé, eh ben, il y a 2 mois qui comptent quand même, même s'il y a des jours de congé ou pas. Bon, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des indemnités de congés payés parmi les intérimaires et ça compte pas plus non plus. On l'a réclamé aussi, mais on ne l'a pas obtenu non plus. Et donc voilà, donc dans l'accord de 2016, on a ouvert des droits pour, depuis 2016, 10 000 personnes de plus. Il y a à peu près 100 à 110 000 intermittents indemnisés chaque année. Il y a surtout beaucoup moins de trous, beaucoup moins de ruptures. Depuis 2003, j'imagine que ça a pu arriver à pas mal d'entre vous, moi ça m'est arrivé aussi. On avait de plus en plus souvent des fins de droit, et puis on arrivait à refaire 16 heures un peu plus tard, donc des périodes de chômage non indemnisées avant de recommencer. Alors, tout ça, bien évidemment, il faudrait le voir écrit pour prendre quelques éléments. Comme je suis venu déjà un peu chargé, je n'ai pas amené de récapitulatif, mais on a un petit document d'explication sur l'accord de 2016 et de ce décryptage qu'on peut vous faire parvenir. Il y avait une chose, je pense, sur cet accord qui avait été assez mal comprise par certains professionnels, c'est... parce que quand on a dit retour à la date anniversaire, les gens pensaient, voilà, c'est à peu près la même période. Et des gens qui se sont retrouvés à avoir fait leurs 507 heures 3 mois avant la fin de... voilà, c'est trouvé, ils avaient fait un super début d'année, 3 mois avant la fin des 507 heures, voilà. Et puis ils ne travaillent pas les 3 derniers mois, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas de boulot. Et donc ils ont la surprise à la date anniversaire que, d'accord, ils renouvellent, mais ils renouvellent. La date anniversaire est reportée décalée, voilà. 3 mois plus tôt. Ça veut dire que du coup, il rouvre ses droits 3 mois plus tôt et qu'il a perdu les 3 mois, et qu'il donc du coup devra faire ses heures en 9 mois. Voilà. Ça, je crois que c'est vraiment une donnée qui n'a pas été... la date d'anniversaire, elle est préfixe, elle n'est pas fixe, quoi. Elle a un côté fluctuant qui est assez désagréable, qu'on connaissait avant 2003, mais tout le monde n'a pas eu des droits ouverts avant 2003. Ça fait quand même déjà loin. Puis comme la
la durée de carrière moyenne d'un intermittent, c'est 9 ans pour un homme et 6 ans pour une femme. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui... Bon, alors évidemment, il y a des gens qui font un passage d'un an, mais enfin, c'est quand même... vous êtes tous des survivants, en clair. Et surtout les survivantes. Mais Sophie a raison de pointer cette question, c'est que effectivement la date anniversaire, on l'aurait souhaité vraiment fixe. On nous a opposé des arguments réglementaires dans cette négo. Voilà, le fait que par exemple, que si des contrats sont en cours, il faut que ce soit avant ou après un contrat, mais pas au milieu d'un contrat. Bon, voilà, en fait, quand on veut, on peut, mais on s'est heurté à un mur par rapport à ça, et on n'a pas réussi à obtenir une date fixe. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il faut faire attention, et si on peut, essayer de faire en sorte d'avoir un contrat de travail le plus proche possible de sa date d'anniversaire, voire pendant, parce que si on travaille par chance la semaine où sa date d'anniversaire tombe, là, cette fois-ci, la date anniversaire, elle bouge après le contrat. Voilà. Donc, ouais, c'est ça, oui. je sais pas, ça dépend. Ah, c'était sur un long métrage, un téléfilm, un montage, pourquoi pas quoi. Évidemment, comme par nature nos contrats de travail sont aléatoires, bien souvent, ça dépend pas de nous. C'est la date de fin du contrat qui est prise en compte. Ouais, la date anniversaire est calée au lendemain de la fin du contrat. Voilà. Du dernier contrat, donc, ou du contrat en cours. Alors il y a un autre piège qui vient pas de l'accord de 2016, mais qui vient de la convention de 2017. Une petite saloperie glissée au dernier moment grâce à l'ancien directeur de l'UNEDIC qui vient de partir au Secours catholique. Ça s'invente pas. Et la petite subtilité, c'est de dire que alors une personne, pour prendre un intermittent qui travaille et puis qui arrive à la fin de sa date anniversaire et qui a les heures, qui a de quoi renouveler ses droits. Alors, il y a deux subtilités en fait, il y a deux petites saloperies qui viennent du même. Je ne suis pas rancunier, mais en l'occurrence, c'est que ça vient de lui. On avait Pôle emploi en 2016, je vous rappelle juste le contexte, donc il y avait eu une négociation en chômage au régime général qui avait échoué. Il n'y avait pas eu d'accord assurance chômage. Donc dans ce contexte-là, à l'époque, le gouvernement avait pris un décret pour prolonger les droits du régime général. Et nous, on lui avait dit, attendez, on est juste avant l'été, nous, on vient de signer un accord sur les intermittents, puisque nous avez donné la possibilité pour la première fois de négocier spécifiquement. Et nous, notre accord, il est ce qu'il est, mais on n'attendra pas des années de rater cette fenêtre de tir. Vous prenez un décret, certes, pour prolonger les droits du régime général, mais vous prenez notre accord. C'est ce qu'ils ont fait, donc il y a un décret du 31 juillet 2016, mais l'UNEDIC est quand même repassé derrière pour le traduire. Le décret, il traduit une partie de la réglementation, et ils ont glissé quelques petites choses. Alors, il y a un truc qu'ils n'ont pas réussi à empêcher à l'époque, c'est que Pôle emploi, pas nous, mais Pôle emploi avait dit, comme vous le savez, l'UNEDIC, c'est un organisme qui est chargé normalement de gérer l'assurance chômage, mais l'opérateur, c'est Pôle emploi. Vous connaissez Pôle emploi. Avant 2008, on allait à la NPE, on allait aux ACEDIC. Maintenant, on va à Pôle emploi, mais il y a toujours l'UNEDIC, le chapeau des anciennes ACEDIC, qui continue de normalement donner les règles. Enfin, en tout cas, qui continuait jusqu'à 2018. Alors, l'UNEDIC, à l'époque, avait essayé d'empêcher une demande de Pôle emploi qui disait, nous, ça nous arrangerait que pour les intermittents, et d'ailleurs pour tout le monde, que pour les intermittents, on n'ait pas besoin d'attendre que chaque intermittent nous demande de renouveler ses droits. C'est beaucoup plus facile pour nous de les renouveler de façon automatique. Donc, pendant une période de 2016 jusqu'à 2017, jusqu'à fin 2017, pour ceux qui ont eu leur date anniversaire à ce moment-là, qui avaient leur droit à la date anniversaire, vous avez juste reçu une notification comme quoi vous aviez vos heures, et on renouvelle, on repart pour un tour, vous n'aviez pas de démarche à faire. Quand il y a eu une nouvelle négo en 2017, l'UNEDIC s'est dépêché de rajouter une petite ligne pour dire que leur examen automatique était terminé. Donc depuis le temps que ça rentre en œuvre fin 2017, il faut à nouveau faire une démarche. Alors, Pôle emploi, avec qui on discute, a trouvé une petite astuce, c'est que vous recevez un mail 15 jours avant votre date anniversaire pour vous dire, a priori, on a calculé, vous avez vos droits, voulez-vous activer vos droits? Et clic, on dit oui. Mais c'est quand même un truc à pas laisser passer, quoi. C'est un peu moins automatique qu'auparavant. Il y a une autre petite vacherie qui est un peu plus scandaleuse. Dans la convention 2017,
c'est valable pour le régime général, mais ça s'applique aux intermittents, parce que nous ne sommes que des annexes, donc il y a un certain nombre de dispositions communes. Les personnes qui, au contraire, arrivent à leur date anniversaire et se retrouvent en fin de droit et n'ont pas de quoi faire leurs 507 heures, mais qui les retrouvent, par exemple, un mois après. Au moment où ils arrivent à la période où ils ont leurs 507 heures, il faut très rapidement faire la démarche auprès de Pôle emploi de redemander ses droits. Pourquoi ? Parce que ce qui a été changé par rapport à avant 2017, c'est que maintenant, c'est le moment où vous inscrivez qui compte, et pas le moment de la fin du dernier contrat de travail qui ouvre les droits. Jusqu'avant 2017, même si vous alliez un mois après votre contrat qui fait le total des 507 heures ou plus, eh ben on regardait, on dit ok, très bien, on revoit un mois en arrière et on vous réouvre des droits à cette date. Là, non. On vous dit, ah ben très bien, vous avez mis un mois à venir nous voir, mais on ne vous indemnisera pas ce mois-là. Et on ne vous le rallonge pas à la fin. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que, voilà, dans le régime général, il décale le capital de droit, mais là, il profite de la date anniversaire pour dire, non, la date anniversaire, on ne peut pas la bouger. Oui, c'est ça. Mais par contre, c'est d'un logique. Bien sûr, de toute façon, c'est une logique de faire des économies. C'est sur même, le dos des chômeurs. il faut le dire clairement, c'est une logique de non-recours au droit organisé. Il n'y a jamais eu d'études sur le non-recours au droit à l'assurance chômage. On le réclame depuis des années. Il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ces questions-là. Il y a eu des études sur le non-recours au droit au RSA, au droit à l'assurance maladie. Alors là, le gouvernement, il nous fait des tonnes sur les fraudes sociales, avec des rapports, est-ce qu'elles sont à 1 milliard, 8 milliards ou autre, enfin bon, voilà. Mais la fraude, Pôle emploi a fait une étude dessus, c'est 0,3% des allocations. Donc ça vaut le coup de... Et puis il y a déjà des procédures très très lourdes, et c'est normal pour choper des fraudeurs, voire même ils ont un peu tendance à confondre les fraudeurs et les gens de bonne foi, y compris chez nous. Là, régulièrement, tu as le service des fraudes qui tombe sur quelqu'un qui a oublié de déclarer. Dans son propre intérêt, il valait mieux qu'il déclare, quoi. Donc mais bon. En tout cas, la fraude réelle, c'est 0,3%. Par contre, le non-recours au droit, on ne le sait pas. Et il y a un non-recours au droit très important à l'assurance chômage, avec tous ceux qui se découragent, qui ne s'inscrivent pas, qui se disent... Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'inscrivent pas parce qu'ils ont perdu un emploi, mais ils savent ils pensent qu'ils vont en retirer un. Bonjour. Qu'ils vont en retirer un, en retrouver un mois après, par exemple, et donc qu'ils ont dit, je ne vais pas faire un mois de démarche à Pôle emploi pour un mois d'allocation, je vais retrouver du boulot, quoi. Donc parmi les pièges, cette histoire de date d'anniversaire mobile, alors ça, on y est pour quelque chose, on l'a bien voulu la signer, mais il faut prévenir quand même nos collègues que c'est un risque. Mais parmi les trucs qu'on n'a pas souhaité, il y a ces histoires de bien faire attention à demander ses droits, et puis surtout quand on est en période entre deux indemnisations où il y a une période de creux, de se dépêcher de faire une démarche, au moins si on ne peut pas se déplacer tout de suite, d'envoyer une demande pour acter sa demande dès le lendemain de son contrat de travail, quoi, son dernier contrat de travail. Ça met une incertitude qui est pas négligeable pour pas mal de monde. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur peut-être faire une petite pause dans les questions. Est-ce que, c'est indirect, mais est-ce que quelqu'un qui me posait ça comme question qui ne pouvait pas venir, qui me demandait si le droit d'option sera toujours possible là avec la nouvelle. Alors oui. Alors le droit d'option, pour le rappeler à tout le monde, ça vient d'un truc qui est lié à la Convention 2014 du régime général. La Convention 2014, il a été inventé un truc qui s'appelle les droits rechargeables au régime général, qui prévoit que quand on retravaille, qu'on prévoyait en l'occurrence, que dès qu'on retravaille 150 heures, ce qui correspond à peu près à un mois de travail au régime général, on prolongeait les droits d'autant. Au passage, c'est une des dispositifs qui a été durci pour le régime général au 1er novembre, parce que c'est plus 150 heures, mais c'est 6 fois plus, c'est 6 mois. Donc ça veut dire clairement qu'en fait, ils ont tué les droits rechargeables dans le principe, puisque 6 mois, c'est le seuil d'ouverture de droit. Donc voilà. Donc t'es pas prolongé, t'es soit prolongé de 6 mois si tu as travaillé. Il faut avoir travaillé 6 mois, soit pour avoir des droits, soit pour être prolongé de 6 mois. Donc ça revient exactement au même.
Mais ça garde quand même un principe qui a une incidence pour les intermittents, c'est que on a souvent des collègues qui ont des heures, qui ont travaillé dans le régime général, surtout quand on démarre, qui se retrouvent à avoir donc ouvrir des droits au régime général. Et dans la première version des droits rechargeables, et ben, comme toutes les heures qu'on faisait, dès qu'on faisait 150 heures, ça prolongeait d'un mois, y compris les heures du spectacle, rechargeaient, mais au régime général. Donc le seul moyen de commencer à ouvrir des droits dans le spectacle, bah, c'était de ne plus avoir de droits du tout et de recommencer à zéro, quoi. Ou de travailler moins de 150 heures. C'est-à-dire quasiment zéro. Alors, comme ça a fait un tel scandale, d'ailleurs au régime général aussi, hein, on avait des gens qui se retrouvaient dans le principe à devoir épuiser des petits droits qui duraient très très longtemps. On avait mis un dossier à 0,99 € par jour. Pendant je ne sais plus combien, un an, même si la personne retravaillait, on lui disait ah oui mais vous n'avez pas fini votre droit avant. Donc, du coup, alors ils n'ont pas voulu revenir sur une règle qui était avant 2014, c'était une comparaison des droits pour appliquer le meilleur, mais ils ont dit bon on va quand même comparer les droits et puis vous aurez le droit de choisir entre abandonner votre petit droit tout petit mais très long et un droit plus important, et au passage pour les intermittents dire bon bah on constate que vous avez 507 heures. On efface les rechargements parce que ça vous a ouvert des droits au régime général. Vous avez les 507 heures, on bascule sur annexe 8 ou 10. Et donc ça continue. Alors il va y avoir moins de gens qui vont être concernés parce qu'il faudra avoir fait les 6 mois de rechargement pour se retrouver dans ce cas-là. Hein, donc de fait, là pour le coup, entre guillemets, ça va écarter le nombre de droits d'option, mais les droits d'option continuent d'exister. Et donc, par contre, il faut bien être vigilant parce que ça veut dire que si on a fait 507 heures dans le spectacle et qu'on pense qu'on a de meilleurs droits avec ce biais-là, ce qui est très probable, surtout avec les nouvelles règles, il faut bien demander le droit d'option parce qu'on vous envoie un courrier une seule fois ou sur votre espace personnel. Vous avez 21 jours pour vous décider, sinon c'est impossible, quoi. Donc, ce droit d'option existe toujours avec des conditions qu'il ne faut pas manquer, quoi. Ça répond à ta question ? Ouais, Sur le droit d'option, il n'y a pas un principe où il faut prouver que les droits intermittents sont de 20% oui. supérieurs ou 30%. Absolument. Alors, il faut que soit qu'on ait eu un droit au régime, le droit qu'on veut abandonner, il soit inférieur à 20 € par jour, soit que la différence entre le droit qu'on abandonnerait et le nouveau droit, ce soit de 30% différent. Donc ça, c'est vrai que c'est une condition qui limitait aussi le droit d'option, quoi. Hein, effectivement. Et puis, on a même eu des cas un peu compliqués où on avait des gens qui avaient ouvert des droits au régime général, qui passaient et qui ne rentraient pas dans le cas du droit d'option. Alors, il y avait un cas un peu particulier parce que c'était pas un rechargement, c'était une ouverture de droit. La personne avait ouvert des droits au régime général avec des heures spectacle et des heures régime général, puisque ça n'additionne que dans ce sens-là. On peut ouvrir des droits au régime général avec des heures spectacle, mais pour les heures spectacle, c'est que des heures spectacle qui comptent. Il y a à peu près, sauf les heures de formation, celles qu'on a fait rentrer dans l'accord de 2016. Et donc, là, c'était pas un rechargement, donc il n'y avait pas le droit d'option. C'était, vous aurez le droit au droit d'option quand vous aurez à nouveau 507 heures dans le spectacle. Voilà. Donc, alors, dans les petites subtilités qu'on changé quand même, il y a 2-3 petites choses qu'on changé alors, d'abord dans la mécanique de cet été. Donc cet été, le gouvernement a sorti un décret le 26 juillet. Il était obligé d'en sortir un autre le 31 octobre pour corriger, un décret rectificatif. Parce qu'ils avaient écrit tellement vite qu'ils avaient écrit pas mal de conneries, y compris sur les annexes 8 et 10. Alors on a peut-être qu'il y en a certaines qui nous ont échappé au régime général, mais sur les annexes 8 et 10, heureusement, un certain nombre de militants très vigilants se sont pris le temps de regarder. Et il y avait des erreurs, par exemple, comme vous le savez pour les techniciens, il faut croiser le numéro, la convention collective, avec une liste de fonctions. C'est pas la même liste de fonctions pour le spectacle vivant ou pour la production audiovisuelle ou même pour la production cinéma. Enfin bon, bref, parfois je complexifie un peu la vie, mais en tout cas, ils avaient, par exemple, en face du numéro de la convention de la production cinématographique,
ils avaient juste mis l'intitulé « exploitation cinématographique », donc, qui est une autre convention collective qui existe pour le coup. Donc effectivement, ça n'avait pas de conséquences, mais ça risquait d'être emmerdant, parce que de toute façon, le décret est une chose, mais ce qu'applique Pôle emploi, c'est pas le décret directement, c'est la réglementation qu'il avait mis en place. Donc ça n'aurait pas changé le système d'information de Pôle emploi. Mais enfin, ça faisait une distorsion qui était un peu bizarre, quoi. Donc ils ont fait la correction des décrets rectificatifs. Il y a encore même, on leur a signalé plein de trucs, ils en ont oublié un ou deux. Mais il y avait un peu plus grave, c'est qu'ils avaient oublié des fonctions dans certaines listes. Donc il y avait un sujet. Alors il y a un sujet qui est plus embêtant. C'est un tout petit peu technique, mais les listes de fonctions pour les techniciens, elles dépendent des négociations qu'on mène dans les différentes conventions collectives. Donc dans la production audiovisuelle, la production cinéma, la Presta, ce qu'on appelle la Presta en abrégé, mais la convention pour les entreprises prestataires au service du cinéma, de l'audiovisuel et de l'événementiel, du spectacle vivant et l'événementiel, c'est commun. Télédiffusion ou la radiodiffusion, puisqu'il y a des différentes conventions collectives qui peuvent, selon le type d'employeur qu'on a. Et donc, ces listes, jusqu'à présent, c'était déjà une mécanique un peu compliquée. Il faut attendre qu'on signe un accord, ou on ne le signe pas, mais enfin il y a un accord majoritaire qui est signé, par exemple la liste des techniciens de la production cinématographique. La mécanique, c'est que cette convention collective, pour qu'elle soit applicable à tous les producteurs de cinéma, même pas adhérents à un des syndicats producteurs, il faut qu'elle soit étendue par le ministère du Travail. Donc le ministère du Travail prend un arrêté d'extension, et ça devient obligatoire pour tout le monde travaillant dans cette branche-là. Alors les artistes sont un peu plus chanceux parce qu'eux, ils n'ont pas de liste croisée avec les employeurs. C'est t'es artiste, t'es dans l'annexe 10 et il n'y a pas de conditions liées à la liste et autres. Il y a d'autres questions. Mais pour les techniciens, c'est ce croisement qui est important. Donc, jusqu'à présent, on a une convention. Par exemple, dans la négociation, on signe un changement de liste, on enlève des métiers qui ont disparu, on en rajoute des nouveaux, c'est surtout ça qui nous intéresse. Ça passe à l'agrément, à l'extension. Et ensuite, il y avait un avenant à la convention d'assurance chômage qui lui-même est agréé par le ministère du Travail. Ça prend un peu de temps. Alors là, ils nous disent, non mais c'est beaucoup plus simple. On fait un décret, sauf que le Conseil d'État a exigé, et puis au début, et là pour le coup, ils avaient eu une bonne idée au ministère du Travail, ils avaient imaginé qu'on faisait un décret général qui reprend toute la réglementation d'assurance chômage. Donc là, ils ont recopié toute la réglementation, y compris les annexes 8 et 10, en faisant quelques erreurs de copier-coller. Mais la liste allait être définie par un arrêté, c'était plus facile à mettre à jour. Des raisons de procédure, un décret en Conseil d'État, ça prend du temps, il y a des embouteillages. Un arrêté, c'était plus facile à prendre. Bon, le Conseil d'État a exigé que ce soit dans le décret. Donc pour l'instant, on ne sait pas comment on va modifier les listes. Personne ne sait. J'ai eu un conseiller de Matignon tout à l'heure avant de partir. Je lui ai posé la question au passage. Je l'appelais pour Radio France, pour lui dire vous avez un sacré bordel là-bas. Mais je lui pose la question sur ça. Et ils disent oui, c'est vrai, il faut qu'on se renseigne, il faut qu'on voit comment on fait, quoi. Parce que du coup, on ne peut pas ajouter un nouveau métier pour l'instant. Sauf en prenant un nouveau décret en Conseil d'État, et on peut supposer qu'ils ne vont pas faire un décret comme ça à tout bout de champ. Alors je disais que les artistes ne sont pas concernés par les listes de métiers. Il faut inclure les réalisateurs, puisque depuis 2016, et non, un truc qui est arrivé à peu près en même temps que l'accord que nous avions passé et sa mise en œuvre en juillet, il y a une loi qui est passée en 2016, loi portée par le ministre de la Culture, qui est très en deçà de ce qu'on demandait, mais qui était une loi qu'on appelait la liberté de création, architecture, patrimoine. Il y a eu plusieurs sujets. Mais au moins, il y a eu un point positif, c'est qu'on a fait reconnaître que les réalisateurs avaient le même statut que les artistes, la même présomption de salariat. Du coup, ils sont dans l'annexe 10. Leurs droits sont déjà calculés au cachet, alors que les techniciens, ça peut être qu'en heure. Et donc, là, pour les réalisateurs, il n'y a plus à croiser la convention collective qui s'applique. C'est-à-dire qu'une maison de production qui embauche un réalisateur, c'est comme quand on embauche un comédien, c'est annexe 10, et donc par exemple, ça a une conséquence, c'est qu'un réalisateur qui travaille directement pour une entreprise qui ferait un film d'entreprise
et qui passerait pas par une maison de production, ce qui est quand même généralement le cas, elle peut embaucher un réalisateur comme elle peut embaucher un artiste, et ça ouvre quand même les droits à l'annexe 10. Mais par exemple, il y avait une petite distorsion, c'est un peu plus courant. On demande à un réalisateur, à une équipe audiovisuelle, de filmer un spectacle vivant, filmer un concert. Si le producteur du spectacle, appelle un producteur audiovisuel et lui demande une prestation commerciale, filme-moi spectacle, le réalisateur et son équipe est embauché par une maison ressortant de la production audiovisuelle. Donc là, pas de problème de réglementation pour l'annexe 8. Par contre, si la compagnie de théâtre décide de filmer elle-même, la liste des techniciens audiovisuels auxquels ils ont droit a été ridicule. Et il n'y avait pas le réalisateur dedans. Donc, le réalisateur travaillant pour une compagnie de théâtre pour filmer un spectacle, les heures comptaient pas. Ou alors cadreur. Alors, comme technicien, sauf si on le déclare comme cadreur. Alors, comme technicien, je ne sais pas si ça a peut-être changé récemment, c'est possible, mais alors, tu ne peux pas être étalonneur dans le cinéma parce que c'est une fonction qui n'existe pas. Parce que historiquement, étalonneur, c'était des métiers de labo. Ouais. Donc des salariés. Mais donc la réalité a changé, mais pas la réglementation. Ça dépend de la convention collective. Oui, mais c'est une vraie question, ouais. Alors, une autre subtilité qui, là, pour le coup, est un point positif, et on y est pour quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des collègues ici qui travaillent pour des prestataires, des entreprises prestataires, comme au tournage, au montage, ou autres qui travaillent directement pour un prestat. Vous avez peut-être entendu parler soit du label dans le spectacle vivant, soit de la certification sociale pour l'audiovisuel. Le principe, c'était que les employeurs de ce secteur et certains syndicats de salariés, la CFDT pour ne pas la nommer, ont voulu encadrer le recours. Et en disant, non, on rajoutait une condition à l'ouverture de droit. Au revoir. Voilà. On rajoutait une condition à l'ouverture de droit pour un technicien en annexe 8. Cette condition, c'était que, en plus du fait que l'entreprise applique, et soit bien une entreprise prestataire qui applique la convention collective, qu'elle prenne une fonction qui soit dans sa liste, en plus, elle devait détenir, soit dans le spectacle vivant, un label, soit une certification sociale qui était attribuée par une commission présidée par des employeurs de la Presta et la CFDT, qu'on avait refusé, qui coûtait à l'employeur, rien que pour monter le dossier, 400 balles ou un truc comme ça, qu'elle ait une commission dont je ne sais pas bien ce qu'ils faisaient avec l'argent, mais enfin bon, non plus les sommes considérables, mais enfin c'est quand même toujours un peu curieux. Une commission privée qui décidait d'attribuer ou pas la certification. Bon, on a été devant le Conseil d'État, quand je dis on, c'est nos syndicats CGT et la Fédération, et on a fait annuler cette condition en disant que c'était une condition exorbitante et qu'on ne pouvait pas conditionner des droits sociaux des techniciens à l'obtention de ce truc-là par les employeurs. Donc, les employeurs sont toujours libres d'aller réclamer, d'aller demander la certification ou d'aller demander le label, mais on n'en a plus rien à foutre, puisque ça n'est plus inclus dans la réglementation assurance chômage. C'est-à-dire que si on travaille pour un prestat, que ce soit dans le spectacle vivant, alors on avait fait annuler au Conseil d'État la certification sociale, mais dans le décret de cet été, ils en ont profité pour dire on va appliquer la décision du Conseil d'État, et ce qui s'appliquait pour la certification est valable pour le label aussi. On ne peut pas mettre cette condition à l'ouverture des droits. Donc ça, c'était quand même pas négligeable parce que alors ils avaient tenté de le mettre en œuvre depuis 2010, mais ça s'était mis en place en 2016 en même temps que notre accord, ce qui a créé la confusion parce qu'on nous a dit mais qu'est-ce que vous avez fait maintenant dans l'audiovisuel, les prestats, vous devez en plus avoir une condition supplémentaire, mais non, nous on l'a pas, on a dit non, pas question. Heureusement, on a gagné la décision au Conseil d'État à peu près à la même période, et donc ça ne s'applique plus. Donc c'est valable pour ceux qui travaillent chez des prestataires, par exemple. Il y en a peut-être certains d'entre vous, parmi les collègues que vous connaissez, qui travaillent pour les cars qui captent les émissions sportives, par exemple. C'est généralement des grosses boîtes de prestat, AMP, Visual, je ne sais pas qui travaille maintenant sur la Beaujoire, mais avec
quelques années, il y avait eu quelques contrôles. Sophie y était, il y a eu quelques batailles pour faire respecter le temps de travail, ce qui n'était pas le cas. Et le paiement de toutes les heures. Sur l'assurance chômage, évidemment, il faut regarder. Vraiment, ce décryptage, je ne l'ai pas imprimé, mais on le trouve, on vous le fait passer sur les listes. Le décryptage du décret de 2016 et des petits compléments, on vous les fait passer pour voir quels sont les pièges de la réglementation. Par ailleurs, à la Fédération, on édite un guide de tous les droits sociaux, dont le chapitre assurance chômage étant... Voilà, il est vraiment... on devrait l'avoir. Si je l'avais eu, même si j'étais chargé, j'en aurais pris quelques-uns. Mais il est chez l'imprimeur. Donc, on va l'avoir, mais qui essaye de recenser, évidemment, tous les chapitres, que ce soit les droits aux conventions collectives, les droits sociaux dans la Sécu, parce qu'il y aura des choses à dire, en particulier sur l'accès... Ah oui, il y a un point qui est quand même majeur dans l'accord de 2016, c'est sur les congés maternité, sur la prise en compte des congés maternité. Il y a deux choses qui sont distinctes, hein, c'est les droits à la sécurité sociale, l'accès aux congés maternité et l'accès aux allocations Pôle emploi au retour du congé maternité. Sur l'accès au congé maternité, on avait obtenu dans la foulée des concertations et des grèves de 2014, bon, on l'a obtenu pour tout le monde, ce qui est quand même... on n'est pas mécontent, mais dans la foulée des annonces de Valls, début 2015, ils ont annoncé immédiatement au 1er février 2015 que les seuils d'accès aux indemnités journalières de maladie ou de maternité étaient à baisser de 25%. Alors, il se trouve qu'on sait que c'était un truc qu'ils avaient failli faire quelques mois auparavant, puis comme on le demandait nous aussi, ils ont fait un peu de com là-dessus, mais tant mieux. Ils ont annoncé ça immédiatement, et de fait, c'est valable pour tous les travailleurs précaires, c'est pas spécifique aux intermittents ou aux intermittentes pour ce qui est des congés maternité. C'est tous les travailleurs précaires, il fallait 800 heures dans l'année ou 200 heures sur un trimestre, il n'en faut plus que 600 sur l'année ou 150 heures dans le trimestre. C'est un trimestre glissant en plus, donc ça permet de trouver assez facilement les 150 heures pour avoir droit à des indemnités journalières en maladie ou des indemnités journalières en maternité. Donc ça, déjà, c'était une amélioration, même si c'est une amélioration liée au fait que la précarité augmente aussi, quoi. Il faut quand même le replacer dans le contexte. De fait, on a eu beaucoup moins de personnes qui nous concernaient. On avait beaucoup travaillé avec un collectif qui s'appelle les Matermitants. Vous avez entendu parler, on avait bien travaillé de concert pour arriver à obtenir ça. On a eu beaucoup moins de monde, de femmes qui nous ont contactés pour dire « j'arrive pas à ouvrir les droits ». Mais on avait quand même prévu dans l'accord de 2016 une mesure qui prévoyait plusieurs choses déjà. Une chose qui dit qu'il y a une indemnité de maternité, enfin une indemnité de base, 31 € par jour. Ça peut être plus quand on calcule, mais là c'est un minimum. Pour les personnes qui n'arrivent pas à obtenir le seuil d'ouverture de droit, il y en a très peu de fait de cet abaissement, mais il y en a quand même encore. Pendant les 8 semaines d'arrêt obligatoire, un congé maternité, dans le cas classique, c'est 16 semaines, plus dans les cas de troisième enfant, grossesse multiple, bon, mais 16 semaines. Mais il y a 8 semaines dans le Code du travail d'arrêt obligatoire pour protéger la mère et l'enfant, sauf que c'était valable quand tout le monde travaillait, entre guillemets, mais 8 semaines d'arrêt, quand on est précaire, c'est 8 semaines dans lesquelles on n'a pas le droit de travailler, mais on n'a pas de revenus. Donc au moins pour les intermittentes, on a pu mettre en place cette indemnité de 31 € par jour, qui dure 8 semaines. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que zéro. Alors au passage, ça a eu un autre effet positif, c'est que c'est le groupe Audience, donc le groupe de protection sociale qui gère la retraite, l'action sociale, la prévoyance et autres, qui le gère. Les services d'action sociale sont plutôt efficaces. Et donc, qui reçoivent les demandes justement pour ces accès à des congés maternité, on va dire subsidiaires, quoi. Dans les faits, la première année, quand c'est arrivé, il y a eu à peu près une trentaine de personnes qui les ont contactés, et il n'y en avait que 2 qui étaient dans le cas 8 semaines, j'ai droit aux indemnités de 31 € par jour, qui n'avaient vraiment pas atteint le seuil des 150 ou 800 ou 600 heures sur un an. Toutes les autres, c'était des personnes à qui la Sécu avait refusé leurs droits alors qu'elles y avaient droit. Ça, c'est une autre question.
c'est que donc, voilà, tu te tournes vers la Sécu, tu es en congé maternité, l'enfant est né depuis 6 mois et tu n'as toujours pas tes droits au congé maternité, quoi. Ça donne des situations, en plus, ça crée pas du tout de stress dans une période où on n'en a pas besoin. Bon. Il se trouve que on a réussi depuis 2 ans à faire en sorte que on mette en relation, je ne vous raconte pas les circonstances, ça s'est fait un petit peu par la bande, mais en tout cas via la CGT, on a obtenu qu'il y ait un point de contact entre audience et la médiatrice de la Sécu, qui fait que dès que quelqu'un arrive dans ce cas-là et que audience dit bah non, vous devriez avoir des droits au régime général, soit contacter la médiatrice en question qui accélère les droits, et du coup le délai de traitement s'est passé de 6 mois à 3 semaines. Donc c'est un peu mieux, nettement mieux, et on a beaucoup moins de problèmes de ce genre-là. Et voilà. L'autre effet de l'accord de 2016 à ce sujet-là, c'est que on a tout simplement trouvé un mode de calcul de l'allocation qui fait que quand on revient du congé maternité, on a le même allocation que si on n'avait pas eu un congé maternité. Auparavant, ça comptait. Il y avait eu une tentative en 2003 de supprimer l'équivalence de 5 heures par jour pour les journées de congé maternité. Donc le fait que les congés maternité ouvrent des droits. On avait entendu des trucs hallucinants comme quoi il y avait des femmes qui faisaient des enfants pour avoir les allocations. On dit la même chose des immigrés qui font des enfants pour avoir les allocations, mais bon, les intermittentes, ça doit être un peu pareil. Alors, je vous jure que je l'ai entendu de la part des gens de Pôle emploi. Et donc on avait une allocation qui se retrouvait minorée parce que, pareil, on prenait les salaires seulement des contrats de travail, mais on divisait par toute la période, y compris le congé maternité. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple. Au retour d'un congé maternité, on dit que les droits vont être ouverts en comptant 5 heures par jour pour chaque journée de congé maternité. Donc effectivement, rien qu'avec 16 semaines, fois 5 heures par jour, pourquoi 5, c'est que ça, fois 7, ça fait 35 heures. On a les heures avec ça. Et plus, toujours, au moins un contrat de travail après. Après les périodes d'arrêt maladie et d'arrêt maternité, pour pouvoir examiner les droits, il faut un vrai contrat de travail d'au moins une journée. Mais le calcul s'est fait uniquement sur les périodes de travail. Donc, du coup, il n'y a plus d'effet minorant de la période de maternité. Ce qui nous paraît être l'égalité des droits élémentaires. C'est déjà bien insuffisant par rapport au fait qu'on sait que les périodes d'arrêt maternité, et en général qui sont même plus longues que s'arrêter à... c'est assez rare qu'on n'ait pas arrêté de travailler bien avant les 7 mois et demi de grossesse, 7e mois et demi de grossesse, quand on est trapéziste, technicienne, qu'on porte des caisses très lourdes ou autres, voilà. Donc il y a encore des droits largement à conquérir sur cet aspect-là. Comme je le disais tout à l'heure, et c'était pas une blague, la précarité elle est beaucoup plus importante, elle a des effets beaucoup plus importants dans la conciliation vie privée et professionnelle pour les femmes, notamment autour de la période de la trentaine, quand il y a des arrêts liés qui peuvent créer des interruptions de carrière assez importantes. Voilà, je pense que sur l'accord de 2016, on a fait un petit panorama des principales dispositions, mais peut-être que vous avez des retours d'expérience sur un certain nombre de choses. On a parlé de sujets style date anniversaire fixe ou pas fixe, mais ça peut être des... Si arrêt maladie, il y a des changements ou pas sur les durées de prise en compte Non, pas depuis ce temps-là, c'est toujours ça. C'est la principale victoire, c'était l'abaissement du seuil. Et c'est l'affection de longue durée qui compte seulement, en fait, c'est ça ? Ouais, oui, c'est vrai. Alors, tu pointes un point important. Sur les arrêts maladie, il y a une distinguo entre les arrêts maladie pour affections de longue durée, c'est-à-dire les 28 maladies graves de la Sécu, cancer, sida, etc. Enfin, celles qui aboutissent à une prise en charge à 100% par la Sécu, qui font que 100%, ça veut dire 100% des dépenses liées aux médicaments, mais aussi une indemnité correspondant à 100% du salaire de référence, alors que sinon c'est 50%. Et c'est 84% pour l'arrêt maternité, avec des plafonds, donc il faut faire gaffe au calcul, bref. Donc effectivement, on a intégré dans l'accord de 2016 le fait que les arrêts pour ALD, donc arrêt longue durée, comptent comme pour les congés maternité à raison de 5 heures par jour. Ça, c'est dans la réglementation. Ça existait déjà par un reste de ce qui existait des mesures qui ont été prises après 2004, des mesures de rattrapage. Alors il y a toujours, vous ne voyez pas l'origine, parce que quand on va à Pôle emploi, on va à Pôle emploi. Mais il y a
la très grande majorité, surtout depuis que les affections longue durée sont dans la réglementation de Pôle emploi, c'est-à-dire c'est vraiment une ARE, une allocation de retour à l'emploi. Mais peut-être, si vous regardez bien votre notification de décision après certains arrêts maladie, vous pouvez vous retrouver non pas en ARE, mais en APS, allocation professionnelle de solidarité, voire en AFD, allocation de fin de droit. C'est quoi la différence? Alors, déjà, on va le voir sur l'AFD, mais sur l'APS, c'est justement, il y a quelques conditions qui font qu'on n'est pas dans la réglementation assurance chômage, mais on est dans l'APS, c'est quand on a notamment 120 heures de formation donnée comme intervenant, quand on est technicien, et pas 50. Donc là, ça permet de basculer sur un régime subsidiaire. On n'est pas en ARE, mais on ouvre des droits quand même, ça compte dans les 507 heures, et on est en APS. J'ai 3 petites utilités que j'ai plus tout en tête. L'AFD, c'est autre chose, ça existait déjà et ça reste, à condition d'avoir une certaine ancienneté, je crois être 5 ans, et on arrive en fin de droit, on a quand même droit à un trimestre à 90 € par jour, qui est un peu plus long si l'ancienneté est plus longue, quoi. Bon, on n'a pas réussi à obtenir que cette ancienneté soit pas rompue par une période d'arrêt, formation ou autre, ou un trou dans la... Bon, il y a encore du monde qui peuvent avoir besoin de l'AFD. Voilà. Et puis il y a un autre point, mais qui faisait hurler, par exemple, la CFDT quand on l'avait signé, mais qui s'appelait la clause de sauvegarde. Il y a quelques personnes qui y ont droit. C'est un peu compliqué, hein, je vous l'accorde, mais parfois on peut se retrouver à arriver en fin de droit. Mais on a quand même au moins 338 heures, c'est-à-dire à peu près les 2/3 des heures nécessaires, les 2/3 des 107 heures. On a quand même 338 heures. Là, on vous donne 6 mois de plus pour arriver. On vous donne la possibilité d'avoir 6 mois d'allocation, de prolonger les allocations sur le même taux qu'avant, pour pouvoir continuer à rechercher ces heures. Et si on arrive à faire ces 107 heures 3 mois après, par exemple, ben on considérera que ces 3 mois de RAB auront été une avance. Et donc, bon, voilà, ça... Il n'y a pas tant que ça de gens qui sont rentrés dedans. C'est le côté positif de la clause de sauvegarde. Ouais, le côté moins positif, c'est que du coup, comme c'est une avance, bah si on met 6 mois à refaire ces heures, on ouvre des droits. On a eu 6 mois. Alors, comme on a déjà eu 1 an plus les 6 mois, on n'a plus que des allocations pour 6 mois. Donc évidemment, c'est une sorte d'avance, quoi. Ouais, il y a eu pire. Hein. Il y a un moment dans la traduction de la réglementation, quand on avait signé cette clause de sauvegarde, Pôle emploi avait imaginé que c'est une avance, même si on ne réouvrait pas des droits. Mais il utilise aussi à contresens. Moi, il avait utilisé quand j'étais en licenciement économique. Ouais. J'ai fait faire des heures d'intermittence à la fin de mon licenciement économique. J'ai fait 120 heures. On m'avait dit que c'était bon, que ça compterait pour mon intermittence. Ouais. Quand je suis sorti du CSP, ouais. Je suis passé donc général. Ouais. Moi, je pensais que c'était la même chose, mais c'était pas la même chose. Ah oui. Et du coup, ils m'ont sorti de la clause de sauvegarde et ils m'ont pas ouvert les droits auxquels j'avais le droit avec mon CDI avant. Ils m'ont ouvert des droits avec les 3 semaines que j'avais bossé en intermittence pendant mon... Voilà, et ce qui fait que du coup, ces 120 heures-là, je les avais perdus pour mon ouverture. D'accord. Pour les droits à venir que j'allais cumuler pour être intermittent. Et je les avais eu au téléphone, tout ça. Ils m'avaient dit que le service juridique Pôle emploi, non, c'était bon, ok, on vous arrête des trucs. Et 1 an après, quand j'ai voulu faire mon ouverture de droit en droit d'option, alors on m'a dit, bah non, monsieur, ces 120 heures-là, vous servez il y a 1 an. Alors qu'il m'avait dit le contraire, mais par téléphone, du coup. Ouais, voilà. Il faut toujours faire par écrit, parce qu'il y a quand même des conneries qui sont dites. Alors, juste... bon, alors parfois, il faut reconnaître que, vu le contexte, les agents de Pôle emploi, même de bonne foi, d'abord, les syndicats de Pôle emploi nous le disent, hein, on ne forme plus les agents à l'indemnisation. Déjà au régime général, parce que le rêve des technocrates, c'est de faire en sorte qu'il y ait une application qui calcule tout, hein, et surtout, c'est valable. Du coup, il y a un vrai problème de formation des agents de Pôle emploi. Il n'y a plus que ceux qui sont chargés de la réglementation qui la connaissent normalement par cœur. Mais auparavant, on avait des gens chargés dans chacune région d'appliquer la réglementation qui étaient formateurs d'un certain nombre de personnes.
et sur les annexes 8 et 10, y compris en région, il y avait des gens qui étaient formés. Là, tout est centralisé sur un établissement qui s'appelle Pôle Emploi Service, qu'il n'est pas toujours facile de joindre par téléphone. Mais bon, voilà. Alors, c'est pas la première fois qu'on entend des gens dire, sans doute de bonne foi, voulant faire plaisir, mais qui vont appliquer un truc. Alors, puis après, les petites distorsions de cas particuliers que normalement on devrait pouvoir traiter par des interventions. Et puis, on se retrouve à avoir du mal à faire changer d'avis une fois que la décision a été prise, quoi. Donc c'est pas rare ce cas particulier. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou de retour d'expérience? C'est juste de l'arrêt maladie, donc du coup, en dehors de la... Comment on appelait ça longue maladie. Il n'y a pas de... C'est quoi la durée minimale? T'as raison. Il y a un truc... Alors justement, les arrêts maladie de longue durée, en fait, même s'ils sont de courte durée, mais s'ils sont reconnus comme ALD par la Sécu, ça compte pour 5 heures par jour si tu es arrêté, par exemple, un mois pour un traitement ou un autre. Du coup, c'est pas la durée, c'est la maladie. C'est la qualification par la Sécu en tant qu'ALD qui fait que ces heures comptent, comme pour les arrêts maternité, qui n'est évidemment pas une maladie, mais qui comptent de même façon, de même mode de calcul, 5 heures par jour, ouvrent des droits. Les autres arrêts maladie, il faut qu'ils fassent au moins 3 mois pour compter justement, et justement pas en ARE, mais en allocation Fonds de solidarité. Donc effectivement, on a des cas, il arrive tu vois, un accident de la route, casse une jambe ou autre, n'importe quoi, tu as un arrêt pendant 1 mois, ça ne compte pas pour les heures. Il y a même un truc qui est un recul par rapport à avant 2016, c'est que jusqu'avant 2016, c'est toujours le cas, on considère que la recherche de droit, elle est décalée. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, vous cassez la jambe, vous êtes arrêté pendant 1 mois, vous ne pouvez pas travailler, vous avez un arrêt d'1 mois. On va vous donner 1 mois de plus pour rechercher les heures, pour faire les heures. C'est déjà le cas avant 2016. On l'a maintenu. Comme on savait que c'était un truc qui ne plaisait pas à certains, on l'a écrit. Mais on nous dit qu'on n'a pas écrit explicitement, c'est assez vicieux, on a écrit qu'on maintenait cette disposition, mais on nous a dit, oui, mais comme vous avez introduit une date anniversaire, vous n'avez pas pensé à écrire qu'il fallait repousser la date anniversaire. Donc, la situation depuis 2016, c'est vraiment un problème d'interprétation et qui crée un recul. C'est qu'une personne qui a un arrêt pendant 1 mois, qui n'est pas un arrêt longue durée, qui est un arrêt classique, qui est donc inférieur à 3 mois, elle a bien 1 mois de plus pour chercher ses heures. Quand la date anniversaire tombe, on lui dit, ok, vous n'avez pas vos heures, vous avez 1 mois de plus pour le faire, mais pas indemnisé. Alors que jusqu'avant 2016, c'était un capital de droit, donc il vous restait tant de jours à consommer, comme il disait, et là, les jours, eux, ils étaient repoussés. Oui, on m'a jamais dit ça. Ah ben, je t'assure que c'est bien c'est bien la réglementation, et ça nous a valu des échanges un peu vifs avec Pôle emploi, parce que on a dit, non, on a une interprétation stricte, vous avez voulu revenir à un système de date anniversaire, la date anniversaire, ça ne peut pas se bouger. Sauf qu'elle se bouge dans les circonstances qu'on a décrites tout à l'heure. Donc il y a encore des choses à dire. Ouais. Donc voilà, juste il faut le savoir, parce que dans les je dis pas qu'il faut torturer la sécurité sociale, mais enfin il est arrivé d'avoir quelqu'un qui a eu un arrêt de 3 mois moins 2 jours, qui nous contacte en disant, je suis embêté là, on dirait que ça compte pas, machin. C'est bête à savoir, mais évidemment on a d'autres choses à penser quand on est arrêté 3 mois, mais il vaut mieux avoir un arrêt de 3 mois et 1 jour que 3 mois moins 1 jour, parce que là on sort quand même de situations compliquées. C'est valable si vous connaissez quelqu'un qui se retrouve dans une situation comme ça, il vaut mieux son médecin met 1 jour de plus. Ouais, c'est pas ça qui changera quelque chose au niveau de la Sécu, mais par contre ça changera quelque chose au niveau de ses droits à Pôle emploi. Alors peut-être on peut faire le lien avec la retraite, c'est le moment, hein, voilà. Évidemment, il y aurait plein d'autres choses à dire, je pense, parce que quand on parlait des droits à maternité, ça a fait penser plein de sujets qu'on n'aura pas le temps de développer, mais sur égalité, formation, sur la formation sur l'AFDAS, mais sur l'égalité femmes-hommes, je signale juste que
qu'il y a beaucoup de choses à gagner, comme vous le savez. Enfin, vous avez entendu parler forcément, et peut-être avec des choses à dire, sur les agressions qu'on peut vivre dans nos métiers. Enfin, il y a eu l'affaire Polanski, il y a eu l'affaire Ruggia juste avant. Il se trouve que notre fédération avait lancé, avant l'affaire MeToo, un appel à témoignage sur ce qu'on appelait l'envers du décor, à l'initiative d'un collectif Famixité qui existe depuis quelques temps. Parce qu'il y a un sujet... évidemment, c'est le même sujet qui peut se retrouver partout dans le monde du travail ou autre, sans parler des violences conjugales ou autres. Mais il y a un sujet particulier au fait d'être intermittent et d'être intermittente. D'ailleurs, c'est parfois un sujet qui peut se retrouver, y compris pour des hommes, parce qu'on a eu un cas de harcèlement pour un danseur dans un opéra. Mais bon, très généralement, des femmes peuvent être agressées à différents degrés de délit pénal. Et bon, voilà. Et l'affaire Ruggia a révélé, je me rappelle avoir discuté avec le nouveau président du CNC 2 semaines avant, et quand je disais, bon, voilà, il y a encore des choses à faire dans ce domaine-là, oh ben non, depuis l'affaire MeToo, ça va, les paroles sont déliées, tout va bien. Paf, il y a l'affaire Ruggia juste après, et après, des révélations sur les pratiques de Polanski sont assez crédibles. Donc, dans ce domaine-là, on a du boulot à faire pour faire changer les choses, les abus de pouvoir qu'il peut y avoir de la part de certains producteurs, metteurs en scène, réalisateurs, comédiens connus ou autres, ou chefs d'équipe là-dessus. Alors, c'est toujours compliqué de porter plainte. On a bien vu que, y compris, ça pouvait mettre en danger la carrière, parce que c'était bien ça le ressort de l'omerta qu'il pouvait y avoir là-dessus. En tout cas, on est en train de lancer, au-delà du témoignage, un dispositif d'écoute qui... Alors, pour l'instant, ça faisait quelques mois qu'on le négociait avec les employeurs, mais c'était assorti au fait de trouver des fonds pour le faire fonctionner, parce qu'évidemment, ça veut dire... Quand on connaît les budgets des associations qui sont consacrés à ça, il n'y en a pas beaucoup qui travaillent sur les violences sur les lieux de travail, avec par exemple le budget d'une association qui fait un travail remarquable qui s'appelle la VFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail. Comme ils ont eu le malheur de critiquer l'action gouvernementale, on leur a coupé leur subvention par 2 depuis que Marlène Schiappa est là. Hein, donc évidemment, ils recherchent des ressources autres. On a un peu l'idée de les faire travailler dans ce domaine-là. Donc il se trouve que le ministre de l'Agriculture, pour faire bien, il y a 3 semaines, a annoncé un peu par surprise qu'il allait verser une subvention à ce dispositif. Donc pour l'instant, il n'est pas mis en place, mais on imagine de mettre en place, peut-être justement par audience, qu'il y a des assistantes sociales très efficaces qui ont su réagir par exemple très vite quand il y a eu les attentats dans un autre domaine, et donc d'imaginer un dispositif d'écoute et d'accompagnement juridique, d'accompagnement dans tous les domaines. Mais là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être que ce sera l'objet d'une autre rencontre. Sophie me disait par ailleurs qu'effectivement, il y a des sujets sur la formation professionnelle. Je vais juste en pointer un avant de passer sur la retraite. Parce que dans la même loi sur l'assurance chômage, la même loi de 2018, il y a eu tout un chamboulement de la formation professionnelle. On a réussi à sauver l'AFDAS. Il avez peut-être contribué, puisqu'on avait lancé une pétition qui avait été plutôt bien suivie, à sauver l'AFDAS, mais qui n'a plus le même périmètre et plus exactement les mêmes pouvoirs. Plus le même périmètre, c'est qu'ils ont regroupé les organismes type l'AFDAS. Donc l'AFDAS a été sauvé, mais a dû absorber les télécoms, une partie du sport, et puis quelques autres domaines qui étaient un peu plus cohérents. Enfin bon, on a aussi les campings de plein air et les ports de plaisance. Bon, cohérence est un peu tiré par les cheveux. Surtout, ce qui est... Bon, c'était important de garder... Parce que l'AFDAS, au départ, il a été créé pour les intermittents. Ça s'est étendu à tout le spectacle, puis à toute la presse, la publicité et autres. Mais ce qui compte, c'est d'arriver à garder des dispositifs qui permettent à des salariés qui n'ont pas les mêmes rythmes de travail que des salariés permanents d'avoir accès à la formation continue. En l'occurrence, ça s'est quand même réduit. On a toujours la possibilité d'avoir accès à des stages dans le cadre du plan de formation continue. On a tous, soi-disant, un compte personnel de formation sur son téléphone. Voilà, l'appli a été lancée.
vous avez peut-être entendu parler, Pénicaud s'en féliciter, là, il y a 2 semaines. Mais ce compte, il est en heures. Et il est plus en heures, il est en sous, justement, il est en euros. C'est l'inverse. Alors, on a obtenu de justesse en septembre un décret qui dit que l'abondement, il est calé sur les anciens systèmes, parce qu'en plus, sinon, c'était au prorata. Donc, c'était 500 € par an, mais pour quelqu'un qui a travaillé toute l'année. Autant dire qu'avec 107 heures, tu avais 150 €. Donc, quasiment plus rien. En heures, c'était plus logique, parce que tu as des formations qui ne coûtent pas le même tarif horaire, quoi. C'est pas la même chose si tu fais une formation, par exemple, en langue, ou une formation à une nouvelle machine d'étalonnage qui coûte très cher, quoi. Donc, voilà. Bon, on a réussi à peu près à maintenir de justesse, d'ailleurs pour les intérimaires c'est pareil, ou pour les journalistes pigistes, des seuils qui étaient ceux qu'appliquait l'AFDAS. Et notamment des seuils qui sont différenciés pour les techniciens, si je ne dis pas de bêtises, l'audiovisuel il est à quelque chose comme 130 heures sur 2 ans, 130 jours sur 2 ans, 96 pour les techniciens du spectacle vivant et un peu moins pour les artistes. 88, c'est à 88 qui correspond à 2 fois 44 cachets. Donc voilà. Donc ça, ces seuils, on a réussi à les rabaisser. Enfin, mais il y a un point sur lequel il y a une grosse perte, c'est sur les anciens congés individuels de formation, les anciens CIF, qui en général prenaient en charge des formations longues avec l'équivalent d'un salaire. Parce qu'évidemment, quand on part en stage et ouverture de droit à l'assurance chômage, quand on fait un stage d'une semaine, bon, d'ailleurs, ils nous recommandent tous, Pôle emploi le dit lui-même, de rien dire pour les stages de moins 40 heures, vous ne le déclarez même pas. C'est Pôle emploi qui dit déclarez pas. C'est formidable, mais c'est comme ça. Au-delà de 40 heures, il faut le déclarer et ça passe. On continue d'être indemnisé, mais c'est en AREF, allocation formation, mais qui n'est la même chose que l'ARE, mais ce n'est pas le même dispositif pour eux, c'est dans leur compte. Bon. Mais pour le CIF, l'avantage, c'est qu'on pouvait faire une formation, notamment diplômante, pendant, par exemple, 9 mois, toute une année universitaire, terminée par son diplôme, et pendant ces 9 mois, on était payé, un salaire était calculé, l'AFDAS redevenait en quelque sorte un employeur, vous éditez une fiche de paye, et ça ouvrait des droits en sortant. Alors, il y avait un prorata, mais c'était quand même... Voilà. Ça, théoriquement, c'est toujours possible, mais c'est plus l'AFDAS qui enregistre les demandes. C'est les commissions paritaires professionnelles régionales. Alors comme l'acronyme ça fait CEPIR et qu'on leur disait que c'était pas terrible, ils l'ont appelé Transition Pro. Donc ça se passe au niveau des régions. Sauf que ces organismes qui sont paritaires, donc il y a du MEDEF, il y a des représentants CGT, simplement il faut qu'ils se mettent d'accord. Ils ont des priorités. Les priorités, c'est d'accorder des formations aux gens qui sont les moins diplômés. Il se trouve que dans les intermittents, il y a beaucoup de gens diplômés qui sont quand même précaires. Et parfois même très diplômés. Donc, ils ne sont pas prioritaires. Et pour des formations qui sont des vraies transitions professionnelles vers des métiers en tension. Donc, en gros, l'intermittent qui a bac plus 3 ou bac plus 4, parce qu'il a fait le conservatoire, même bac plus 5 au conservatoire, qui était danseur et qui veut passer prof de danse, bah, il n'est pas dans les critères, quoi. Alors que dans les anciens... Et c'était à peu près 80% des anciens CIF, il y en avait à peu près 500 par an, c'était 80% des cas. Il y a effectivement des intermittents qui voulaient changer complètement de métier et qui faisaient une formation en boulangerie ou boucherie dans lequel on nous dit, là, il y a c'est un vrai métier en tension, on n'arrive pas à trouver des gens dans la boucherie ou dans les métiers de bouche, il faut les horaires aussi. Mais bon, les intermittents sont habitués à travailler le week-end, le soir, donc c'est super pour les métiers de bouche. Du coup, voilà, là, on n'a que des refus, des gens qui se sont tournés depuis le début d'année vers les commissions régionales qui nous disent je comprends pas, j'ai plus le droit, quoi. Et y compris les services de l'ASDAS se font encueler alors qu'ils ont pour rien. Mais bon, bref, là, on a essayé de porter cet élément, cette question-là. On n'a pas du tout été élu par le ministère de la Culture. En gros, ce qu'on nous dit maintenant, c'est qu'il va falloir qu'on attende 2 ans qu'ils se cassent la gueule avec leur système pour qu'on remette ça sur le tapis. Super. Donc c'est vraiment une question préoccupante parce que même si ça concerne que quelques centaines de personnes par an, c'était des transitions qui permettaient soit de rebondir dans son métier vers un autre métier, soit vers autre chose.
Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si certains ont fait des CIF, mais voilà. En tout cas, voilà. Maintenant c'est super, on a une appli sur le CPF qu'il faut activer et vous pouvez aller faire quelques heures de formation, mais pas des formations longues. Alors sur la retraite, je ne sais pas quelle heure il est, il faut que je fasse gaffe. Salut. Il faut qu'il y aille, il aille à la retraite. D'accord, ouais, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je pense que personne n'ignore qu'il y a une mobilisation le 5 décembre, mais chacun prendra la responsabilité par rapport à ça. Je sais que vous avez reçu des informations diverses et variées, mais pourquoi est-ce qu'on est un peu concerné ? Alors, pour essayer de faire simple, on a essayé de décrypter, parce que je crois que les intermittents connaissent mieux la réglementation assurance chômage que leur droit à la retraite. C'est compréhensible, c'est loin, c'est compliqué, et autres. Actuellement, les intermittents sont des salariés du régime général comme les autres. Évidemment, ils ne sont pas dans les régimes spéciaux. Hein. Au passage, on a 2 régimes spéciaux dans le spectacle. Il y a la Comédie Française et l'Opéra de Paris. Mais personne ici peut-être concerné. Mais chez les intermittents du spectacle, et puis il ne faudra pas que j'oublie de parler des auteurs, les intermittents du spectacle sont des salariés de régime général, donc ont droit à une retraite de base, la retraite qu'on appelle la CNAV, Caisse nationale de l'assurance vieillesse, et une retraite complémentaire, l'ARCO, et pour ceux qui sont cadres, il y a même l'AGIRC. Bon, maintenant c'est la même chose, l'ARCO et l'AGIRC, mais enfin il y a quand même des points pour les cadres en plus. Là, le projet du gouvernement, c'est de dire on va faire une retraite universelle, tout le monde aura la même chose, ça va être vachement mieux. Au passage, évidemment, ça sert à dézinguer effectivement des régimes spéciaux qui sont soi-disant exorbitants. Le conducteur SNCF, c'est bien évidemment un privilégié. Nous, on n'avait pas compris que c'était les plus privilégiés par la politique de Macron, mais même avant. Mais bref, en tout cas, il y a par exemple des âges de départ un peu plus tôt pour diverses raisons. Au régime général, donc ce qui concerne les intermittents, on calcule les droits selon un système d'annuité, et puis on calcule... Alors un système d'annuité, c'est quoi? Pourquoi on ne dit pas des années? L'annuité, c'est 4 trimestres, mais ce n'est pas forcément une année complète. Ça peut être, dès qu'on a travaillé un mois, ça compte comme un trimestre, et on cumule ces trimestres-là de façon à obtenir 42, voire 43 années, d'arriver à l'âge légal de retraite, qui est officiellement de 62 ans, mais en réalité de 63, puisque à 62 ans, on part avec une décote, une pension minorée. Et donc, voilà. Bon. En tout cas, on calcule comme ça. Dans le système à points, et la retraite complémentaire, elle génère des points qui abondent ce truc-là. Mais le principe de base, c'est d'abord d'arriver à l'âge de la retraite, ce qui est déjà pas facile. Au passage, il y a une disposition dans le régime d'assurance chômage qui prévoit le maintien de droit. Si on arrive à avoir au moins 3 années d'allocation à 62 ans, et qu'on n'a pas encore les droits à la retraite, on peut rester indemnisé pendant plusieurs années sans être obligé de pointer et de faire ses heures. C'est de plus en plus difficile d'atteindre ce truc-là, mais il y a quand même quelques centaines de personnes par an qui arrivent à maintenir des revenus par ce biais-là. Petite incise, donc voilà. Donc en tout cas, on arrive à l'âge de la retraite, on a calculé les annuités. Et là, on prend les salaires des 25 meilleures années pour calculer une pension de retraite. On pourrait revendiquer les 10 meilleures années, par exemple. Hein. Mais déjà, les 25 meilleures années, c'était mieux que les 25 dernières années. Parce que, contrairement, par exemple, aux fonctionnaires qui ont généralement une progression de carrière, même si les salaires sont généralement bas, effectivement, la dernière année, les 6 derniers mois, c'est le plus haut salaire. Là, avec les années de précarité, et particulièrement pour les intermittents, c'est pas forcément les années avant la retraite qui sont les meilleures. Ou, de toute façon, on sait très bien qu'on a tous le risque d'avoir eu des périodes de chômage non indemnisé ou des mauvaises années. Alors déjà, les périodes de chômage non indemnisé, ça ne compte pas actuellement pour la retraite complémentaire. Seulement les droits, les périodes de chômage indemnisées ouvrent des droits pour la retraite complémentaire, même s'ils sont moindres que les périodes de travail. Mais là, dans le système à points, on nous dit que ça va être vachement bien parce que tout le monde va cotiser pareil. 1 euro cotisé ouvrira le même nombre de points pour tout le monde. Ben oui, ça c'est peut-être vrai. Mais sauf que l'effet, c'est que ça va accentuer les inégalités entre la personne qui aura jamais connu de période d'accident de carrière, entre guillemets, ou de trou, et celui ou celle qui en aura connu. La personne qui commence à travailler à 22 ans et puis qui part à 63 ans en n'ayant aucun trou, aura cotisé tous ses trimestres, enfin toute sa carrière,
en ayant des points à la hauteur de son salaire. Mais les autres, ça va être beaucoup plus difficile. Alors ils nous disent, oui, mais il y aura des points bonus pour les périodes de solidarité. Il y aura une partie, on va tous cotiser, il y aura les employeurs et les salariés vont cotiser sur tous les salaires. Ils vont au total 28%, à partager à peu près 2 tiers en cotisation patronale et 1 tiers en cotisation salariale. Mais ces 28%, il n'y en aura que 25 des 28 points qui vont vous ouvrir des droits à la retraite individuelle. Les trois autres, ce seront des droits, ça va abonder des dispositifs de solidarité, c'est-à-dire qu'on rajoutera des points pour les personnes qui auront eu des périodes d'arrêt maladie, d'arrêt maternité et les périodes de chômage. Bon, 3 points sur l'ensemble de la masse salariale, d'après les calculs des économistes de la CGT ou d'autres, parce qu'il y en a quelques autres qui se sont penchés sur la question, ça ne nous semble pas couvrir tous les besoins. Donc ça veut dire qu'on aura des points au rabais pour les périodes de chômage indemnisées. Autre point, actuellement, y compris quand on ouvre des points à la retraite complémentaire, on a des droits parce qu'on a cotisé sur les allocations chômage, il y a une petite cotisation retraite complémentaire, mais on prend en compte le calcul selon les salaires. Là, ils veulent prendre en compte les allocations. Donc, c'est plus tout à fait pareil de calculer sur les salaires et de calculer sur les salaires plus les allocations, qui sont plus basses. Les périodes de chômage non indemnisées, ça a déjà été pointé par l'actuel comité d'orientation des retraites, qui n'est pas peuplé de gauchistes, comme quoi c'était déjà un problème pour les générations futures, vu le nombre de périodes de précarité. Ce que je vous racontais au début sur sur les périodes de chômage non indemnisées qui vont augmenter par la réforme qui est arrivée au régime général, ça va créer encore un effet double peine, puisqu'il va y avoir de plus en plus de gens, on pense qu'on va passer de 45% des chômeurs indemnisés à autour de 30%. Donc il y aura plein de chômeurs non indemnisés depuis le 1er novembre. Et donc avec un effet sur la retraite. Et pour les intermittents, il y avait un autre point qui pose question. Le gouvernement, vous l'entendez peut-être dans sa com, dire la retraite à points c'est vachement mieux, alors que de fait, ça reproduira encore plus les inégalités de carrière. On vient d'en parler. Je pense que j'espère que c'était à peu près clair. Mais en plus, on a dit, mais de toute façon, pour tout le monde, il y aura 1 000 € minimum. Et puis, il y a une petite ligne au contrat qui dit 1 000 € minimum pour une carrière complète. Voilà, vous avez compris. Pour une carrière complète, donc effectivement, il y a peut-être quelques centaines de milliers de personnes qui actuellement touchent un minimum de retraite autour de 900 €, des salaires très bas, mais qui ont jamais connu d'arrêt dans toute leur dans toute leur carrière et qui vont passer à 1 000 €. Mais c'est pas vrai qu'il y aura 1 000 € pour tout le monde, c'est même très très peu de monde. Et en tout cas, pour les intermittents, non. Voilà, ce sera un prorata de ces 1 000 €. Donc, alors, sincèrement, pour dire les choses, quand on a vu ça, on s'est dit, comme on sait que les retraites des intermittents, notamment des artistes, sont souvent très basses, hein, on a les chiffres chez Audience, on s'est dit, voilà, là, peut-être qu'il y aura des gagnants et on se battra contre les effets de la réforme, mais il y a des gens qui vont y gagner. Mais non, parce que pour la petite ligne pour une carrière complète, ça dégage complètement ça. Le minimum à 1 000 €, il n'existera pas pour nos professions. Ou alors extrêmement rarement. Et dernière chose, il y en a quelques autres, et là c'est pareil sur le site de la CGT Spectacle, on a essayé de pointer de ce qu'on comprenait, hein, parce que il y a quand même beaucoup de flou. L'histoire des points, par exemple, de solidarité, on ne sait pas combien. Hein. J'ai eu une rencontre, puis ils nous ont invité à une rencontre avec Delevoye et Riester, donc les deux ministres. Oui, les points de solidarité, il faudra qu'on tranche parce que pour vous, c'est très important. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas encore dit à combien ça allait... ils n'ont pas permis de calculer, de faire... Dans certains endroits, on arrive à calculer, on peut dire il y a 20% de baisse, 30% de baisse. C'est le cas dans la fonction publique, les chiffres sont plutôt... C'est plus facile de calculer comme ça, mais pour les intermittents, il y aura vraisemblablement une baisse, mais de combien on ne sait pas, tant qu'on ne sait pas comment vont être calculés les points de solidarité. J'ai perdu le fil, mais qu'est-ce que... en fait, tout ça pour prouver qu'on va être impacté réellement. Donc, en tout cas, il y a des flous, mais il y a tous ces points, donc les 1 000 €. Ah oui, voilà, dernier point, c'est ça, voilà. Par ailleurs, même s'ils nous annoncent
comment vont être calculés les points de solidarité, il y a un autre mensonge du gouvernement qui consiste à dire « Ouais, mais on va faire une réforme qui va rendre les choses lisibles. » Vous aurez une appli sur votre téléphone, ils sont obsédés par ça, mais c'est vrai en plus. Vous aurez une appli sur votre téléphone où vous pourrez calculer à tout moment quelle pension de retraite vous êtes censé avoir quand vous prendrez votre retraite en fonction de ce que vous avez à travailler. C'est pas anxiogène. Non, pas du tout. Sauf que c'est faux par rapport à ce qui existe maintenant. Actuellement, il n'y a pas d'appli sur le téléphone, mais vous pouvez notamment à partir de l'âge de 45 ans, vous avez droit à un entretien retraite. Je vous conseille de le faire chez Audience plutôt que dans le régime général, parce qu'il se trouve que chez Audience, ils savent ce que c'est qu'une carrière d'intermittent avec 20 employeurs différents par an pendant des années, qui vous fait une simulation et qui vous dit, si vous êtes à 5 ans de la retraite, normalement, si vous êtes à 62 ans ou 63 ans, vous aurez le droit à temps, et le calcul est juste. Ils pourront peut-être le mettre sur un téléphone, mais le problème c'est que dans le système qui prévoit, on ne pourra pas savoir. Pourquoi ? Parce que là actuellement, bien sûr la réglementation peut changer. Si on a sa retraite dans 10 ans et que la réglementation, même si on empêche la réforme, il change certains paramètres, on peut se retrouver. Mais on peut quand même avoir une visibilité. Là, dans le projet, le valeur du point en question, il peut changer à tout moment par une décision du Parlement qui peut l'ajuster en fonction des finances publiques. On a compris le principe. C'est-à-dire qu'il y a une valeur d'entrée, une valeur de sortie. Sans faire technique, c'est-à-dire t'as cotisé, t'as travaillé pour 1 000 euros, ça fait tant de points, et un point, ça correspond par exemple à 2 points pour 1 euro, par exemple. Ça pourrait être ça. On ne sait pas. Pour l'instant, ils n'ont pas encore fixé la valeur du point. Bon, ça, au moins, tu le sais, la valeur d'entrée, au moment où tu travailles. L'année où tu travailles, tu sais que tant d'euros dans l'année peut te valoir tant de points. Mais tu ne sais pas du tout comment les points vont être transformés en combien d'euros 10 ans ou 20 ans après. Parce que ça sera variable. Donc, évidemment, il y a un pays, par exemple la Suède, on a discuté avec les syndicats suédois, qui l'a fait, et clairement, ils ont baissé les pensions. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est de dire, quand même, le nombre de périodes à la retraite, le nombre de gens à la retraite et le nombre la durée à la retraite va augmenter, avec l'allongement de l'espérance de vie, encore que ce ne soit pas pour tout le monde, ça dépend pour qui. C'est ça, ça dépend des métiers. Vaut mieux être riche et ayant un métier pas pénible pour y avoir droit, mais que... On est tous à la rue, on va mourir bien. Peut-être. Mais donc, du coup, il y a eu des ajustements de ce type-là. Alors, dernière chose, parce que là, je sens que je dépasse les bornes de la technicité. Dernière chose, il y a une histoire de plafond de retraite. Pour ceux qui sont un petit peu penchés sur la question, vous savez que quand on a des gros salaires, ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça peut arriver, par exemple, pour un comédien, une comédienne qui a un premier rôle sur un film, on peut avoir un gros cachet sur une journée ou sur plusieurs jours. Et souvent, on arrive à tomber sur des tranches et des plafonds de cotisation. Alors, ils veulent abaisser ce plafond. Alors, pour la Sécu, la retraite de base, c'est à 4 plafonds de la Sécu, c'est-à-dire 8 fois le SMIC. La retraite complémentaire, c'est à 16 fois le SMIC, 8 plafonds de la Sécu, donc ça c'est assez rare qu'on l'atteigne, même à la journée. Mais ils veulent la baisser à 3 plafonds. Ça a quoi comme effet ? 3 plafonds de la Sécu, ça fait donc 6 fois le SMIC, ça fait quelque chose comme 6 000 et quelques par mois. Alors, on se dit, c'est pas souvent que nos métiers l'atteignent. Par contre, il y a 2% de la population salariée qui l'atteint, ce plafond. Généralement, c'est les cadres dirigeants des grosses entreprises. Voilà. Eux, ils vont moins cotiser. C'est ça. Donc, ils vont mettre moins d'argent au pot commun. Et puis, logiquement, ils ont compris que leur pension de retraite allait baisser aussi. Par contre, ils ont les moyens, eux, d'aller sur de la capitalisation. Alors, on entend le débat sur répartition-capitalisation. Alors, dans le projet Macron, ils ont beau jeu de dire que c'est toujours un projet de répartition. Répartition, ça veut juste dire que c'est les actifs, à un moment donné,
qui paye pour ceux qui sont déjà à la retraite, qui eux-mêmes ont cotisé au moment où ils travaillaient pour ceux qui étaient déjà à la retraite. Donc, effectivement, c'est un système de répartition entre générations. Par contre, le système à points est bien un système bien plus individualisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de mutualisation, tu cotises pour toi-même le nombre de points que tu accumules, sauf les petits points de solidarité dont on parlait. Le système par capitalisation, c'est de l'épargne. C'est les fonds de pension comme aux États-Unis, c'est-à-dire chacun met des sous dans son fonds de pension, les employeurs, si on est dans la chance d'être dans une grosse entreprise, abondent ce fonds de pension, et puis cet argent est placé en bourse, et puis s'il n'y a pas de krach boursier, ben, ça vous verse une retraite à la fin. Donc ça, c'est le rêve de beaucoup de gens de capter cet argent. Bien évidemment, derrière Macron, il y a un certain nombre de gens, de fonds de pension, d'assurance et autres, qui rêvent de capter une des parties des dépenses de santé, mais enfin plutôt ceux qui ont les moyens de payer et qui sont en bonne santé que le reste, et notamment l'argent des retraites, et notamment des cadres qui pourraient... sauf que ce plafond, il peut s'abaisser au fur et à mesure, et on va être... Alors, l'objectif n'est pas de supprimer le système par répartition, mais de l'amoindrir, bien évidemment, pour libérer du marché pour la capitalisation. Et évidemment, ça a un effet extrêmement net, c'est l'accroissement des inégalités. Évidemment, dans tout ce domaine-là, c'est le principe des premiers de cordée, comme ils disent. Qui ruisselle pas trop. Voilà, qui ruisselle pas grand-chose. D'ailleurs, il y a des études depuis l'arrivée de Macron, je ne sais pas si vous avez vu ça, sans doute ça, mais les riches n'ont jamais été aussi riches, et les 20% les plus pauvres ont vu leurs revenus baisser dans la même proportion. Et tout ça, ça n'arrive d'habitude que dans les périodes de crise. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2008. Et il y avait eu relativement un effet moindre en France que dans d'autres pays du monde occidental, parce que le système de protection sociale avait joué un rôle d'amortisseur, qui avait un peu calmé pendant un temps les libéraux passer sur un système de capitalisation. Mais là, maintenant, ils ont changé de doctrine. Ils l'adaptent en disant, en gros, il faut qu'on ramène ça à un bon filet de sécurité, plus ou moins épais, et puis le reste, chacun sera libre. Chacun sera libre à condition d'avoir les moyens de se payer le truc avec un gros leurre, parce qu'on sait bien sûr que les rendements des fonds de pension, ça rapporte surtout à ceux qui placent l'argent en bourse, plus qu'à ceux qui sont censés se payer une retraite avec ça. Voilà, tout ça pour dire que je ne veux pas vous plomber, mais au contraire, il y a une belle manifestation le 5, il y a plein de partout. Et alors que la question est évidemment que dans nos professions, comme ailleurs, c'est pas forcément facile de se mettre en grève. Il y a eu une AG hier, il n'y avait pas forcément énormément de monde, mais c'est variable à différents endroits. Mais c'est pas forcément facile de faire grève dans nos métiers, on est bien d'accord. Mais bon, clairement, il ne faut pas qu'on fasse grève par procuration. C'est pas les cheminots ou les agents de l'énergie ou les transports qui vont y arriver tout seuls, quoi. Parce que la grande com du gouvernement, c'est de dire non, mais c'est une manif de privilégiés. C'est assez gonflé de leur part de dire ça, mais ils sont très forts. Bon, ça prend pas tant que ça dans l'opinion, mais enfin, ils essayent de faire croire que c'est une mobilisation pour défendre les régimes spéciaux qui sont des régimes de privilégiés. Il y aurait plein de choses à dire pourquoi est-ce que les régimes spéciaux existent, mais par ailleurs, c'est clair que ce que je vous ai décrit, c'est pas dans les régimes spéciaux, quoi. C'est dans le régime général que c'est que c'est un danger. Alors, il y a notamment une recommandation, si je puis me permettre, c'est il faut qu'on se rende particulièrement visible dans tous les cortèges, qu'ils voient bien que des salariés du privé ou des salariés relevant pas des régimes spéciaux sont... j'avais dit qu'il ne faut pas que je lui parle des auteurs, ça peut concerner quelques personnes ici, mais il faut qu'on se rende visible avec... des lieux en grève, c'est évidemment très important, mais y compris dans les manifestations, si une compagnie, les salariés d'une compagnie, un tournage débraye, mais ne serait-ce que débrayer pour la manifestation, une pancarte pour dire tel lieu, tel tournage est en grève ou en manifestation, c'est très important pour contredire. C'est ça, voilà. Les contredire. Ouais. J'avais dit qu'il ne fallait pas que j'oublie de parler des auteurs, juste parce que c'est peut-être concerné quelques-uns qui ont aussi des revenus en droit d'auteur parfois, c'est le cas des réalisateurs, de certains auteurs dans le spectacle vivant aussi. Les auteurs ont une situation particulière, c'est que comme il n'y a pas d'employeur identifié, pour l'instant ils ouvrent des droits
avec uniquement une cotisation salariale. Il n'y a personne qui paye la cotisation patronale. Dans un régime par annuité, c'est pas grave, puisque de toute façon, il y a eu des cotisations, on transforme les revenus en trimestres, et puis on calcule des droits. Bon, les auteurs, c'est un peu comme beaucoup d'intermittents. Il y en a quelques-uns de connus qui gagnent bien leur vie, puis il y a une très grande majorité qui gagne pas grand-chose, ou généralement pour lequel c'est un revenu d'appoint avec un autre métier à côté. Mais bon, voilà, il y a pas mal d'auteurs qui... alors, dans un régime à points, si tu n'as pas eu de cotisation patronale, tu n'as pas de points. Tu n'auras qu'un tiers des points. Donc le régime à points, il est catastrophique pour le régime des auteurs. Pour essayer de calmer le jeu, il y a eu une réunion aussi avec Delevoye et Riester. Ça veut dire que Riester a mangé son chapeau, puisque la réunion auquel j'étais avant, puis la suivante auquel était Guillain, notre secrétaire général adjoint, entre-temps, il a été décidé, contre l'avis du ministère de la Culture, que ce soit le budget du ministère de la Culture qui paye la cotisation patronale des auteurs. Il y en a pour 350 millions d'euros par an. À fonds constant, donc. Non, quand même, ils ont dit qu'il y aurait un abondement spécial du budget. Le budget du ministère de la Culture, hors audiovisuel public, c'est 1,3 milliard. Donc 1300 millions, 350 millions en plus. Ils ont intérêt à trouver soit un abondement, soit évidemment à arrêter un grand nombre d'émissions du ministère de la Culture pour payer les retraites des auteurs. Mais évidemment, le principe, c'est de dire, on va vous mettre 350 millions, tout va bien. Enfin, les 350 millions, c'est une année. Puis deux, puis après, faudra arbitrer. Surtout que c'est pas la seule fois qu'ils nous font ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais un peu le lien avec les politiques du ministère de la Culture. Ils veulent faire ça aussi pour les abattements pour les intermittents. Pour certains d'entre vous, vous le savez peut-être, on nous demande parfois, ou parfois on nous impose de cotiser, c'est valable pour les artistes, pour certains techniciens dans le cinéma, c'est un peu moins le cas, c'est un peu supprimé, mais de dire, pour des régisseurs dans le spectacle vivant aussi, on vous dit, vous avez un abattement, c'est-à-dire que sur 1000 euros, on va calculer vos cotisations, si vous en êtes d'accord, parce qu'ils ne peuvent pas le faire sans l'accord, mais enfin, tu n'as souvent pas le choix. Dans une petite compagnie, on dirait, tu comprends, on n'a pas le choix. D'avoir un abattement, par exemple, de 25%, je crois que c'est 25% pour les artistes. Donc en gros, tous vos droits sociaux sont calculés sur le brut abattu, c'est pas sur 1000 qu'on calcule, c'est sur 750. Donc vos droits à la Sécu, vos droits à l'assurance chômage, ça a sauté, parce que l'accord 2016, on a fait sauter l'abattement. Donc plus sur l'assurance chômage. Mais les droits à la Sécu et les droits à la retraite sont minorés d'un quart. Là, ils ont l'idée qu'ils pourraient faire un abattement de 30% pour tout le monde. Super pour nos employeurs, hein, petits ou gros, c'est-à-dire qu'ils cotiseraient sur 70% du brut. Donc il y aurait... Mais comme ça nous ferait baisser notre nombre de points, il y aurait une compensation par le budget du ministère de la Culture. Aussi. Voilà. Comme ils ont dit la même chose aux journalistes, aux architectes, hein, ça veut dire que le budget du ministère de la Culture est censé abonder les retraites des intermittents, des journalistes, des architectes, je ne sais plus qui encore, et des auteurs pour 350 millions. Je ne sais pas ce qui va rester du budget du ministère de la Culture. Alors, soit il va d'un seul coup décupler, mais on a des doutes vu les décisions budgétaires qui sont prises, soit on a des raisons de se poser des questions sur le fonctionnement du ministère de la Culture, y compris sur tout ce qui, par ailleurs, a des impacts soit sur toutes les missions et notamment sur l'emploi. Voilà. Et encore une fois, bouclé, j'avais commencé par Radio France, mais on voit l'effet de la politique. Donc tout ça, c'est un peu subtil par rapport à expliquer dans les dîners en ville, chez soi, pourquoi on se mobilise le 5, mais il y a beaucoup de raisons, pas seulement par solidarité avec les cheminots ou les gaziers, j'en sais rien, mais de convaincre nos collègues de bouger à partir de jeudi.